Alors, bonjour à tous, je m'appelle Christine Mélou, je suis la présidente de PGE Peugeot, Institut de préparation au concours des écoles de commerce, d'ingénieurs Sciences Po et IEP, ceci à niveau post-bac, bac plus 2, bac plus 3, et institut également qui accompagne les étudiants de lycée sur la dimension d'excellence académique, leur orientation, et également les ans oratoires. Alors, on va passer on va dire peut-être une heure et demie ensemble aujourd'hui sur le sujet des écoles de commerce et de leurs concours. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure sur le chat. J'y répondrai peut-être pas en direct, mais je ferai des pauses régulièrement de façon à pouvoir lire vos messages et apporter le maximum de réponses possibles. Donc, je suis présidente de cet institut. Peut-être bon à savoir, en termes de contexte complémentaire, j'ai fait moi-même une école de commerce. Avant d'être à la direction de cet institut, j'ai pratiqué la plupart des métiers auxquels forment les écoles de commerce, on va y revenir. Et j'ai également j'ai dirigé et créé des écoles. Et donc, j'ai aussi ce background-là en tête pour pouvoir peut-être apporter certaines réponses à des questions sur ces écoles-là. Pour commencer cette intervention aujourd'hui, si j'arrive à faire défiler. Alors, bien évidemment, j'ai toujours des problèmes techniques, enfin toujours, souvent des problèmes techniques. Donc, je n'arrive pas à faire défiler mes transparents, mais je vais trouver une solution. On va passer, hop. Voilà. Voilà. Donc, le programme de ces conférences, alors habituellement, vous l'imaginez bien, ce sont des conférences qui se tiennent en présentiel. Et donc, en règle générale, on accueille simultanément les étudiants d'un côté et les parents de l'autre. Aux étudiants, on leur propose de faire une petite préparation gratuite avec un exemple d'un cours, ça peut être logique ou synthèse. L'idée là est de permettre aux étudiants de mieux saisir la réalité de ces concours, mieux se projeter dans la préparation à ces concours grâce à ce moment partagé ensemble sur un cours et sur des exercices de mise en pratique, également la rencontre physique avec un professeur. Et en parallèle, je propose et j'anime des conférences à destination des parents pour leur apporter peut-être des éléments d'information complémentaires. Donc, je sais que plutôt dans la matinée, Clen a organisé un moment de conférence à destination des étudiants avec une préparation gratuite en ligne. Et je voudrais commencer quand même par vous demander, si vous pouvez me répondre par le chat, est-ce que parmi vous, certains étaient déjà présents à la conférence de 13h30 ? Je pense que non, mais j'aimerais m'en assurer. Très bien. Bien, donc il y aura des redites pour ceux qui étaient présents, puisque je vais reparler également des En revanche, j'espère apporter des éléments. Alors là, tu vas te chercher un casque ou des écouteurs. Enfin, un micro. Alors, Tu vas te chercher un casque ou des écouteurs. Quelqu'un cherche son casque. Et tu... Voilà. Donc, je vais apporter des éléments complémentaires, mais bien évidemment, il y aura des redites en particulier sur la dernière partie de cette intervention, au moment où je vais revenir sur les concours et les épreuves. En effet, le contenu de la conférence, d'abord, on va parler des écoles de commerce et peut-être de les comparer à d'autres options de poursuite d'études dans le supérieur, pour ensuite, dans un deuxième temps, s'intéresser de manière plus concrète aux concours, leurs épreuves et notre préparation. Alors, pour parler des écoles de commerce, souvent, je réalise quand je rencontre des parents que rares sont ceux qui sont passés par une école de commerce. C'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai imaginé à ce moment-là que ça pouvait être intéressant pour tout le monde de revenir sur qu'est-ce qu'une école de commerce, pourquoi une école de commerce, et pour ça peut-être de revenir à l'origine de ces écoles de commerce. C'est toujours intéressant de revenir aux raisons et au moment de la création, parce que souvent, on trouve trace de ces raisons encore dans le présent de pas mal de choses. Donc, si on revient à l'origine des écoles de commerce,
Rares sont ceux qui s'en souviennent, nous n'étions pas là, mais l'origine des écoles Rockemer remonte à peu près, on va dire, la petite première 1750. Celle qui reste de cette époque-là, la plus ancienne aujourd'hui, c'est l'ESCP, qui a été créé dans les années 1820 ou 30, je ne me souviens plus très bien, mais bon, dans cette période-là. Et pourquoi cette création? À l'époque, émergeait une bourgeoisie française autour des activités de marchands ou de négoce, souvent d'ailleurs avec l'étranger. Bourgeoisie qui avait besoin d'un parcours de formation afin de transmettre leur activité à leurs enfants. À l'époque, les études qui étaient possibles, l'équivalent des études supérieures de l'époque, étaient soit de l'ordre de l'université, soit de l'ordre des écoles d'ingénieurs, parce que la révolution industrielle étant passée par là, ou étant en plein cœur de l'actualité, les écoles d'ingénieurs avaient commencé à se multiplier, mais en revanche, il n'existait pas ce qui donc a été créé à l'époque, une école destinée à permettre à ces enfants de reprendre l'activité et donc destinée à leur transmettre de manière pratique et rapide l'essentiel des compétences et des connaissances nécessaires. À l'époque, le programme contenait du droit, de la comptabilité, des langues, et c'était assez original à l'époque, et l'enseignement était donc, pardon, je vais trop vite, vraiment avec des dispositifs qui favorisaient énormément la mise en pratique des enseignements. L'objectif étant donc cette reprise des entreprises. Aujourd'hui, on va retrouver des choses de cette origine, puisque les écoles de commerce, plus que toute autre formation, vont permettre à leurs étudiants de découvrir l'ensemble des métiers, des départements qu'on peut retrouver au sein des entreprises, tout type d'entreprise. Et donc, vous allez trouver le programme de l'origine un peu étoffé de matières qui sont plus nouvelles, comme le marketing, pour en citer une seule. Et vous allez retrouver à la fois la dimension de gestion-finance, la dimension marketing-communication, la dimension ressources humaines, la dimension logistique, achat, etc., etc. J'en ai bien évidemment oublié. Pour des postes, pour former des diplômés qui, à terme, seront à des postes de management, donc des managers reconnus pour, en particulier, leur polyvalence. D'ailleurs, il est possible que l'école de commerce, cette appellation vienne du coup de cette origine. On était sur des sociétés de commerce. Et on voit aussi que ça explique, cette origine et cette évolution expliquent aussi les évolutions dans les appellations, puisque les écoles de commerce sont tous sauf des écoles de vente, et on les a appelées aussi business school. Là, c'est davantage pour renforcer la dimension internationale qui était vraiment à leur origine même, ou bien management school pour renforcer également un micro, j'entends un écho. Qui est-ce qui a... Hop là. Pardon, excusez-moi pour ces petites coupures, le temps de couper les micros. Où en étais-je? Management School pour illustrer cet objectif par rapport à d'autres formations, de former des personnes qui ont des postes de management, donc de responsabilité dans les entreprises. Voilà donc cette brève introduction historique. Tout ça pour dire que si on doit garder en tête les principales spécificités caractéristiques, je ne sais pas si je les ai citées dans l'ordre là, mais sûrement la variété. Vous voyez, on va vous rentrer dans un programme un peu plus en détail tout à l'heure. Énormément de matières différentes. Contrairement à une fac d'une matière, une fac d'histoire, on va faire que de l'histoire par exemple. Une dimension pratique très forte qui était le souci dès l'origine. Et cette dimension pratique, vous allez la voir s'illustrer par des professeurs qui sont la plupart du temps des professionnels, alors à l'exception peut-être de professeurs d'économie par exemple, de professeurs de langue, mais en marketing, en RH, en comptabilité, gestion, vous allez rencontrer des professionnels, grâce à des dispositifs également qui sont des dispositifs pédagogiques favorisant la mise en pratique, les cas, beaucoup de cas pratiques, très peu de théorie, mais beaucoup d'applications pratiques. Et puis, bien évidemment, ce système de stage, puisque les écoles vont permettre, peut-être là encore, plus que partout ailleurs, des périodes en stage très longues et très nombreuses.
Autre caractéristique que j'aurais tendance à parler d'adéquation avec les évolutions des entreprises et des métiers, tout simplement parce que, de par cette proximité, les professeurs étant issus de l'entreprise, d'ailleurs on voit aussi, si vous le notez, ça peut être un élément de choix d'une école, on voit des chaires faites entre les écoles et certaines entreprises, on voit pas mal d'initiatives d'ailleurs qui illustrent cette proximité. Forcément, naturellement, les écoles ont une lecture rapide et directe des évolutions des métiers, donc des évolutions des compétences et des besoins, et du coup la possibilité de faire évoluer leur programme de façon à répondre à ces évolutions. La dimension de responsabilité, ça c'est une autre façon de parler de management. Qui dit management à terme, manager à terme, dit responsabilité. Il y a des cours de management dans les écoles qui parlent de ça, mais il y a surtout un dispositif dont on oublie souvent que c'est une de ses raisons d'être, qui sont les associations. Si les écoles ont été les premières à mettre en place des associations, certes, c'est parce qu'elles parlent et elles plaisent beaucoup aux étudiants, mais c'est aussi parce que c'est le dispositif peut-être pédagogique le plus abouti pour mettre l'étudiant en posture de totale responsabilité. Il est clair que quand on est en stage, on n'a jamais la responsabilité totale d'un budget ou d'une équipe et d'un projet. Quand on est dans une association, on a cette responsabilité. Et même s'il s'agit peut-être d'organiser uniquement, entre guillemets, uniquement quand même, une compétition de tennis, le groupe d'étudiants qui a cette responsabilité, il a une responsabilité totale, intégrale, accompagnée bien sûr par l'école, mais il a une vraie responsabilité et du budget et de la gestion d'équipe. Donc c'est vraiment un dispositif qui permet aux étudiants d'apprendre énormément sur le terrain. Le réseau, également, les écoles de commerce ont été les premières à mettre en avant ce qu'elles appellent maintenant des alumni. Et c'est vrai qu'au sein d'une communauté d'anciens, on s'entraide. Et c'est important quand on va chercher un premier job ou quand on va chercher n'importe quel job d'après, de pouvoir faire partie de ce réseau. Un encadrement, je crois que je vous donnerai un exemple un peu plus tard, un encadrement soigné, le souci du développement personnel des étudiants. Je pense en particulier à des écoles qui accueillent des étudiants post-bac en province. L'ESCA, je crois, a un dispositif de double tutorat des étudiants de première année où à la fois un étudiant de deuxième année sera là pour accompagner un peu plus sur la dimension scolaire, mais également l'équipe administrative sera là pour faire une sorte de cellule psychologique, ayant bien en tête que ce n'est pas forcément facile de changer tout, c'est-à-dire de passer d'une formation qui était celle du lycée à une formation d'une école de commerce complètement différente, de Paris ou peut-être ou d'une autre ville, mais en tout cas en changer de ville et changer également de l'environnement familial. Voilà, donc, et vous trouverez également dans d'autres programmes d'école des dispositifs de développement personnel qui sont d'autres preuves de ce souci d'accompagner vraiment les étudiants. Et puis le dernier point, et pour les parents, il n'est pas négligeable, n'est-ce pas, c'est le coût élevé. Clairement, tous ces dispositifs ont un coût, sans rentrer dans les détails, on va dire de l'ordre de 10 000 € par an, sans compter les frais complémentaires dans le cadre de départ et d'échange avec des universités à l'étranger, qui bien sûr représentent un coût complémentaire. Voilà ce que je voulais vous dire. On va rentrer un peu plus dans le détail concret et je laisserai un temps pour poser des questions dans 5 petites minutes. Donc, pour pouvoir rendre ça un peu plus concret pour vous tous, je suis allée sur les sites d'écoles voir la façon dont les écoles parlaient d'elles-mêmes. Et je vous ai présenté, là, je vais vous présenter quelques exemples qui n'ont rien à voir avec mes préférences pour telle ou telle école, mais uniquement ma préférence par rapport à la façon dont les choses étaient rédigées et la clarté derrière la façon dont ces choses étaient rédigées. Donc là, un premier exemple où cette école parle de sa mission, qui est de développer et de rendre responsables des personnes qui seront capables de conduire le changement pour une meilleure société. Donc, former des managers du changement inspirant, multiculturel et éthique. Donc, on retrouve là la dimension manager. On retrouve une autre dimension qui n'était pas à l'origine, mais qui est maintenant
fondamentale, c'est celle de l'innovation, du changement, puisque tous les business models, les modèles économiques, pour parler français, sont face à des ruptures fondamentales et qu'il est aussi important de former des gens capables de changer. Multiculturelle, sa dimension internationale, et également une dernière notion qui apparaît maintenant dans toutes les écoles, qui est celle de l'éthique ou du socialement responsable, RSE, etc. Ces établissements ont compris l'importance de ces dimensions-là, tant pour les entreprises que pour les étudiants, et donc les mettent au cœur même de leur dispositif de formation désormais. Créer la connaissance qui permet l'émergence des leaders innovateurs, on revient à cette dimension d'innovation. Promouvoir des solutions innovantes pour et avec les organisations responsables. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple. J'en ai pris un autre. Produit de la connaissance, forme des managers ainsi que des entrepreneurs. Là, on a sur la dimension aussi des startups, de tout ce qui est entrepreneuriat responsable, en tenant compte de la dimension humaine, éthique, économique des organisations dans un environnement multiculturel porté par la technologie et les innovations sociales. On a un dernier exemple, on va retrouver la même chose, le management, le savoir-être, la responsabilité, et puis certaines d'entre elles vont mettre en évidence des valeurs qui leur sont chères dans la construction des dispositifs. Nous dirons un peu plus tard aux étudiants que connaître ces valeurs, c'est important pour préparer son oral. Il est bien d'être en adéquation avec les valeurs de l'école à laquelle on postule. Alors, pour être un peu plus concret, là, je vous propose le détail même du programme des 3 premières années, enfin un détail des 3 premières années, sachant que toutes les écoles de commerce vont proposer des programmes sur les 2 premières années qui vont être très, très similaires. Il s'agit donc de développer des compétences sur l'ensemble des fondamentaux des métiers de l'entreprise. Dans la mesure où on est destiné ensuite à organiser, gérer, manager, pour employer ce mot, une entreprise, il est nécessaire de connaître, pas forcément dans le détail, mais de connaître les fondamentaux de ce qui se passe dans chacune des activités. Pour qu'un responsable d'une unité soit capable de parler à l'équipe de marketing, il est important qu'il connaisse un peu de marketing. Même chose pour la gestion, même chose pour les RH, etc. etc. D'où ces dispositifs pédagogiques où les 2 premières années vont être consacrés à la connaissance de l'entreprise à travers la découverte de toutes les matières et de toutes les compétences qu'on peut trouver dans une entreprise. 3, 4, 5 étant davantage consacrés à l'international et à des choix de spécialisation qui conduiront à conforter et à préciser le projet professionnel par la suite. Donc, première année, là, découvrir l'environnement de l'entreprise et consolider ses méthodes de travail. Donc, vous avez l'introduction à la technologie associée au management. Vous aviez un pôle de matières pratiques, la compta et la comptabilité de gestion et les principes de marketing. Vous avez ensuite des matières qui sont là pour pouvoir servir les matières pratiques. Microéconomie et mathématiques pour la gestion. Vous avez les langues et également de l'ouverture géopolitique. Deuxième année, on va retrouver un peu le même fonctionnement. Au lieu de parler de management, on va, cette année-là, dans cette école-là, s'intéresser à l'entrepreneuriat. On va rajouter de nouvelles matières pratiques, de la fiscalité, de l'analyse financière, la psychologie des organisations. On est en train là de préparer toutes les matières des ressources humaines, le droit. Et puis, on a commencé les principes de marketing en année 1, et donc on sera en approfondissement du marketing en année 2. Même principe, d'autres matières en support, méthode quantitative, base de données et programmation, macroéconomie, les langues et l'éthique et la RSE dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'en 3e année, on va retrouver quelque chose de similaire. On va passer à une dimension internationale avec une 3e année 100% en anglais. On revient sur du marketing et tout ce qui est gestion opérationnelle. Toujours des RH et avec les droits du travail, de la finance, des langues, et puis après des possibilités d'avoir des options, des modules un peu plus avancés que vous pouvez lire. Et ça ne doit pas être Advanced Business, mais Advanced Business ou European Integration, et puis les dispositifs de départ à l'étranger. Un autre exemple qui sort d'une autre école pour illustrer
la dimension responsabilité. J'ai parlé des associations. J'avais trouvé l'exemple de sport. Je crois que c'est à l'IESEG intéressant. Parce que quand on regarde le programme de l'IESEG, réaliser qu'il y a des cours de PS peut paraître étonnant. En fait, ils se servent de la pratique de PS pour développer des compétences de management, puisqu'il s'agit de sport collectif et qu'un étudiant va être chaque mois responsable coach de son équipe et que cette posture de coach pendant un mois va être, là encore une fois, utilisée pour mieux comprendre les compétences à avoir en tant que coach sportif ou manager plus tard, avec des séances de partage, de débriefing, à la fois de la part des coachés, comment ça s'est passé, que du coach, comment ça s'est passé également, et sachant que bien sûr, là où c'est malin, c'est que qui dit activité sportive dit compétition, donc dit stress et angoisse et pression, et donc c'est intéressant de travailler les techniques de management, en particulier sous stress. Voilà ce que je voulais vous dire sur une école de commerce, et pour peut-être vous rendre cette image encore un peu plus claire, j'ai imaginé vous mettre en opposition, on comprend souvent par différence, ce qu'on va retrouver dans un programme comme Sciences Po. J'ai choisi Sciences Po d'autant plus qu'on rencontre souvent des parents ou des étudiants qui sont à cette époque-là de l'année encore en train de hésiter entre des parcours, et c'est normal, puisque on le verra peut-être un peu plus quand on parlera de Parcoursup au mois de janvier, mais on se rend compte de plus en plus qu'on peut arriver au même résultat, au même métier, par des parcours de formation très différents. Aujourd'hui, il y a énormément de chemins de formation possibles, énormément de passerelles, ce qui rend les choses parfois plus complexes, mais aussi plus ouvertes. Et donc, pour revenir à Sciences Po, quand on regarde, même chose, je suis allée sur le site de Sciences Po, je vais vous présenter Paris et Strasbourg dans 2 minutes, on voit, voilà ce qu'on lit. Et en lisant ça, on retient sciences sociales, on retient surtout un enseignement tourné autour, non pas de l'entreprise, parce que l'entreprise, le mot entreprise n'est jamais cité, mais vraiment du monde contemporain, de notre société. Ça, c'est une première lecture. Et avec autour de matières, et là l'exemple de Strasbourg est plus parlant, avec des matières qui sont plus peut-être plus resserrées autour de tout ce qui est histoire, droit, sciences humaines et culture générale. Pour faire un peu simple, quand on regarde le programme de l'IEP de Strasbourg, Histoire des relations internationales, sciences politiques, sociologie, droit constitutionnel, re-histoire, micro-macroéconomie, sciences sociales, institutions européennes, institutions administratives. Voilà, donc je pense qu'en regardant vraiment dans le détail les programmes, c'est quelque chose qui permet de peut-être y voir un peu plus clair sur des choix d'orientation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous engage à faire en famille. Ça peut être un exercice vraiment qui mérite d'être fait en famille. Et nous avons, nous, l'habitude, quand nous faisons des conférences sur l'orientation, de présenter ce genre de graphique que vous avez sous les yeux, avec pour objectif de mettre vraiment en lumière les différences ou les similitudes d'ailleurs qu'on peut retrouver entre différents parcours, et en disant aux parents et aux étudiants que le plus important pour le choix futur, c'est vraiment la capacité à se projeter l'année prochaine. Un étudiant réussira l'année prochaine s'il est heureux le matin de se lever et d'aller en cours, parce que les matières qu'il va étudier l'intéressent, parce que le contexte dans lequel il va étudier entre la faculté et une école ou un BTS, un DUT, ça n'a rien à voir, vont lui convenir également. Donc cet exercice de reprendre concrètement les choses, de la même façon que c'est l'exercice d'aller dans les journées portes ouvertes, présentielles ou virtuelles d'ailleurs, est absolument fondamental pour, au-delà de tout ce qu'on peut lire, de quels sont les meilleurs parcours. Le meilleur parcours, c'est celui qui conviendra à chaque étudiant. Voilà, donc avant de poursuivre sur, je pense, rentrer un peu plus dans les concours, je vous laisse 2 minutes. Je voulais savoir si par rapport à cette présentation un peu rapide, mais néanmoins j'espère complète, des écoles de commerce, vous avez des questions.
n'importe quel type de questions que vous pourriez avoir sur les écoles de commerce. Vous pouvez soit chatter, soit reprendre le micro si vous avez des idées de questions qui apparaissent. Alors, je vais considérer que j'ai été très claire. Oui, on va arriver sur les classements. Merci. Alors, les écoles de commerce, rentrons maintenant on va passer à comment y accéder et on va aussi passer à comment les choisir. Donc, la première des choses à avoir en tête, c'est que ce sont... je vais noter les questions et je vais répondre à la fin de cette petite section aux 2 questions. Je prends 2 minutes pour les noter. Effectivement, donc le premier, c'est le classement et le deuxième, c'est les maths dans les épreuves. OK. Alors déjà, un point important à avoir en tête, c'est que derrière une école, il y a plusieurs programmes et donc plusieurs parcours. Et c'est source de confusion pour beaucoup d'entre nous, tant qu'on n'a pas vraiment compris ça. Vous allez trouver, et je pense que vous avez déjà repéré ça, des parcours en 3 ans, donnant lieu à un diplôme qu'on appelle un bachelor. Vous allez trouver des parcours en 4 ans, donnant lieu à un diplôme qu'on appelle un BBA. Vous allez trouver des diplômes en 5 ans, donnant lieu à un diplôme qu'on appelle un master ou master 2. Tout ça est très différent et vous allez pouvoir trouver tout ça dans une même école. Et je pense que, voilà, j'ai l'exemple là d'une école qui est Kedge. Kedge, si vous regardez Kedge, vous allez trouver pour des études, des propositions de 4 parcours différents. Le premier va être un bachelor en 3 ans. Pour accéder à ce bachelor, il va falloir passer à travers une procédure A. Le deuxième va être soit un programme BBA en 4 ans, soit un programme EPB international en 5 ans. Pour accéder à ce programme, il va falloir passer à travers une procédure B. Et il va y avoir également un programme PGE, programme Grande École en 5 ans. Pour accéder à ce programme, il va falloir passer à travers une procédure encore différente que j'ai appelée procédure C. Dans 2 minutes, vous allez avoir la légende, bien évidemment, derrière A, B et C. Mais donc, attention, premier point de vigilance pour nous tous. Une école veut dire des programmes différents, des durées différentes, des niveaux de diplôme donc différents, des titres différents. Donc, ça va être, je suis en train, vous l'avez compris, de parler des critères de différenciation des écoles. En effet, l'enseignement supérieur, vous avez souvent des graphiques comme ça que vous trouvez un peu partout. Il est caractérisé par Bac plus 3, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, etc. Et plus quand on est au doctorat, suite à cette fameuse réforme qu'on a appelée la réforme LMD, qui veut dire licence en 3 ans, master en 2 ans et doctorat jusqu'à plus de 11 ans. Donc ça, c'est ce qu'on voit et souvent, on considère ce graphique effrayant. Et donc, je me suis proposé de le simplifier pour nous tous. Alors, à l'origine, bien évidemment, ça boucle avec l'introduction précédente, il y avait l'université. L'université aujourd'hui propose un premier niveau de diplôme qui s'appelle une licence à Bac plus 3. Donc, on parle de L1, L2, L3, on valide sa licence à Bac plus 3. Et ensuite, un deuxième niveau, Master 2, après 2 années complémentaires. Master 1 et Master 2, mais la diplomation se fait à Bac plus 5. Et d'ailleurs, la norme en France, c'est d'avoir un diplôme Bac plus 5 pour commencer à travailler. De plus en plus, en tout cas. Les classes prépa, historiquement, se faisaient après ce qu'on appelle une CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. CPGE, et ça continue d'ailleurs, CPGE aujourd'hui en 2 ans, qui donne accès ensuite à un programme en école qui va durer 3 ans. L'idée, c'est que les écoles délivrent un diplôme du même niveau que celui de l'université, puisque notre référence, c'est, comme je le disais à l'instant, le niveau Master 2 de l'université. Ça, c'est le premier schéma de l'école de commerce post-CPGE. Plus récemment, sont arrivées ce qu'on appelait les admissions parallèles ou également admission sur titre. AST veut dire admission sur titre. Les écoles se sont dit,
pourquoi ne pas accueillir des étudiants de Bac+2, comme je le fais avec mes CPGE, mais des étudiants qui viendraient d'autres univers. Donc, dans un premier temps, ils ont ouvert leur banc, leur programme de formation à des étudiants qui avaient validé un Bac+2, DUT ou BTS, ou bien un Bac+3 avec une licence, en mettant en place des concours très proches de ceux dont on va parler dans 2 minutes sur les post-bac, à destination de ces étudiants. Et c'est les étudiants rejoignant ensuite le même programme exactement que celui suivi par les étudiants qui avaient fait des classes préparatoires et sortant avec exactement le même diplôme à Bac+5. Autre étape, la dimension post-bac. Pourquoi finalement ne pas proposer un enseignement, une admission dans une école de commerce tout de suite après le bac? Pourquoi en effet ne pas proposer à des étudiants une formation, à des étudiants qui ont mûri leur projet, directement une formation, donc vous l'avez vu, pratique, concrète, sur des matières qui vont les intéresser, en multipliant les phases de stage, les expériences à l'international, et du coup en leur proposant une formation qui va durer 5 ans. Donc elles apparaissent à côté des écoles post-bac, pardon, je recommence, apparaissent à côté des écoles de commerce post-CPGE, des écoles qui vont proposer des formations directement après le bac. Il est bien entendu que, contrairement aux admissions parallèles dont on a parlé tout à l'heure, les programmes que suivront ces étudiants directement après leur terminale ne seront pas les mêmes que les programmes suivis par les étudiants qui sortent de classe prépa, d'un BTS, d'un DUT ou d'une licence. Ce sont vraiment des programmes qui ont été construits spécifiquement pour ces étudiants et qui ont été construits aussi pour organiser les expériences pendant ces 5 ans. Voilà, tout le monde sortant avec un niveau Master 2 à Bac+5, puisque, je vous le répète, c'est la norme la plupart du temps en France et pour la plupart des employeurs. On a parlé de bachelor. Alors, le bachelor, c'est quoi? Le bachelor, c'est un programme qui est à destination d'un étudiant après sa terminale, mais qui dure uniquement 3 ans. On appelle ça bachelor parce que le mot licence est réservé au public, aux universités. Et donc, les écoles sont allées chercher dans le vocabulaire anglo-saxon le bachelor étant l'équivalent d'une licence, pour faire simple, dans le monde anglo-saxon. Donc, le bachelor est un programme post-bac en 3 ans. Et je vous ai cité également le BBA. Et donc, le BBA est un programme post-bac en 4 ans. Il a été conçu à l'origine avec une ambition très internationale. Il s'agit vraiment, pour simplifier encore une fois, on pourrait dire que c'est pratiquement le contenu d'un bachelor, mais avec une année rajoutée en plus, de façon à permettre davantage de temps passé à l'étranger. Vous allez voir dans beaucoup de programmes des formules comme 1 an, un pays. Première année en France, deuxième année à Singapour, troisième année à Berlin, etc., etc. Donc, ce sont vraiment des programmes qui permettent, plus que toute autre école, de passer un temps important dans des pays différents, donc de se développer une culture internationale et qui était vraiment construit à l'époque pour des étudiants qui voulaient avoir une carrière internationale et qui allaient probablement avoir une première expérience à l'étranger à l'issue de leur diplomation. Alors, la question que posent ces 2 parcours, vous l'imaginez, c'est le « et après », puisque je me souviens bien vous avoir dit que la norme française était plutôt le Bac+5, enfin, était même de plus en plus le Bac+5. Donc, bachelor, clairement, il s'agira de poursuivre sur un Master 1, Master 2, soit en changeant d'école, et ça peut être une stratégie de rentrer dans une école qui propose d'abord un bachelor. Souvent, le niveau de sélectivité pour les programmes bachelor est un peu moins élevé. Donc, on peut très bien imaginer un première étape bachelor et ensuite une admission sur titre à Bac+3 pour changer d'école et suivre un Master 1, Master 2 dans une école peut-être avec un meilleur classement. Et pour le BBA, on peut imaginer un complément de formation en allant par exemple à la fac, histoire d'avoir des formations de types différents qui
et c'est quelque chose qui est souvent vraiment valorisé par les employeurs, une école et une faculté avec la dimension peut-être plus recherche qu'on va retrouver en université. Typiquement, si on est intéressé, avec un master spécialisé vraiment super expert sur les métiers qui nous intéressent à ce moment-là de notre formation. On peut très bien imaginer, par exemple, un master finance dans une très belle université comme Dauphine serait un très belle valeur ajoutée après un BBA dans une école de commerce. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je n'ai pas oublié les 2 questions que vous m'avez posées précédemment. Je vais y répondre quand je vais parler. Le classement arrive dans 2 minutes et sur le maths, je vais y répondre quand je vais parler bien évidemment des épreuves. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est ça. Vous avez des bachelors, vous avez des BBA, vous avez des masters. Certaines écoles également, en plus des masters généralistes, proposent des masters spécialisés. En effet, certains étudiants, après leur premier master 2, peuvent aussi rester dans leur école ou changer d'école pour faire un master spécialisé en plus, pour rajouter une dimension, une compétence supplémentaire après leur formation. Est-ce que sur ces sujets de bachelor, BBA et autres titres, les choses sont claires? Alors, je note, si vous voulez bien, je note les questions parce que je vais les traiter dans 2 minutes. Donc, merci de les poser, CPGE ou pas CPGE étant la nouvelle question. Je vous demande un tout petit peu de patience parce que je vais y arriver. Donc, je vais parler de ces dimensions-là. Et j'avance du coup pour aller plus vite sur ces dimensions-là. Alors, on parlait de classement, je commence à répondre. Donc, effectivement, moi, je ne vais pas me permettre de vous donner des classements. Il en existe un certain nombre. Pardon, les écoles de commerce post-bac sont d'office des écoles à bac+5. Pas toutes. Vous allez trouver des écoles qui sont à bac+5, qui est typiquement Access, IESEG et ESCAS sont toutes les deux à bac+5. Vous allez trouver des écoles qui proposent des BBA. Le BBA dans Sésame, vous allez trouver le BBA de l'ESSEC ou le BBA de l'UMNIO, qui sont en bac+4. Vous allez trouver également des bac+3 avec, par exemple, tout ce qui est la banque d'épreuves Bachelor, Passerelle Bachelor, je crois qu'elle s'appelle. Vous allez trouver tous les cas de figure. C'est bien pour ça que j'ai insisté, parce que il faut faire attention quand on s'inscrit dans une école, dans un programme, s'il s'agit d'un programme en 3 ans, 4 ans ou 5 ans, et du coup, quel est le titre et le niveau de titre que l'école va proposer. Donc, vous avez absolument tous les cas de figure sur les écoles post-bac. Pour revenir au classement, donc, je vous ai indiqué là le classement qu'on trouve régulièrement dans l'étudiant. Vous allez trouver également des classements dans des journaux. Je pense que le Figaro en fait également de temps en temps. Ce que je veux dire sur les classements, c'est que au-delà de la façon dont ces classements sont faits, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que dès qu'ils existent, les entreprises forcément vont s'y référer. En tant qu'employeur, avant de rejoindre le monde de la formation, j'ai travaillé longtemps chez des grands annonceurs, des grands industriels et recruté pas mal de jeunes diplômés. Il est bien évident qu'il était impossible pour moi de rentrer dans le détail des parcours et des écoles. J'avais une image à travers les jeunes diplômés que j'avais précédemment recrutés, bien évidemment. Mais après, si je voulais, sur des écoles que je ne connaissais pas, avoir un peu plus d'éléments de compréhension, forcément, je m'en remettais au classement parce que je n'avais pas d'autre choix que celui-là. Et donc, peu importe les critères, peu importe s'ils sont justes et pertinents, ce qui est important, c'est qu'ils existent. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, c'est sur le site de l'étudiant, et donc allez sur le site de l'étudiant puisque ces classements sont remis à jour tous les ans. Vous voyez là 5 pastilles, 3 de couleur verte et une de couleur noire. Ce qui est intéressant dans ce classement, c'est le noir étant une note globale, mais cette note a été construite à partir de 3 indicateurs, et c'est vrai qu'au-delà de la note globale, chaque indicateur aura une importance différente pour chacun d'entre nous. Le premier indicateur, il s'agit de l'excellence académique. Une école comme IESEC est connue, et il le met très en avant pour son excellence académique. Donc, le niveau, entre guillemets, scolaire va être plus élevé. Ça explique qu'il faut un niveau mathématique, et j'arrive petit à petit sur les maths, un niveau mathématique supplémentaire plus élevé. Le concours, et du coup, en maths est beaucoup plus élevé parce qu'il y a de l'économie un peu plus poussée, qui est la matière sûrement un peu
plus compliqué que d'autres matières pratiques. D'autres écoles vont, ou d'autres programmes, et les BBA, je vous les ai cités, vont davantage mettre l'accent sur la dimension internationale. Donc, c'est le deuxième type de pastille verte. Et puis, la dernière colonne correspond à la proximité avec les entreprises. Des écoles, vous allez trouver, et j'en ai aussi parlé précédemment, des chaires avec certaines entreprises. Donc, c'est vrai que si vous avez un projet de travailler dans ce type d'entreprise, ce secteur-là, ça peut être un indicateur qui est également très pertinent. Donc, allez voir les parcours. Néanmoins, pardon, les classements. Néanmoins, en règle générale, les classements bougent peu et vous allez trouver toujours un peu le même groupe. Si vous regardez ce qui apparaît à l'écran, vous avez 3 premières écoles qui sont en règle générale le top 3. l'ESSEC, l'ESCA et le BBA de l'ESSEC. 2 étant le concours Access et la 3e concours CM. En règle générale, c'est vraiment les 3 écoles qui ont la meilleure réputation, on va dire, sur les programmes post-bac. Ensuite, vous allez trouver un groupe d'écoles qui vont nous permettre d'arriver au top 8 ou top 10. Et à l'intérieur de ce groupe, les classements des programmes, puisqu'on est là sur un top 10 en programme et pas en école, peuvent changer. Mais on va retrouver toujours un peu les mêmes. Si on lit ce qui apparaît là, vous allez retrouver Kedge, vous allez retrouver Neoma, vous allez retrouver l'EDEC, un autre programme de l'EOMA apparaît là, PSB, Schema, à nouveau Kedge, Neoma. Voilà. Et puis ensuite, d'autres écoles qui apparaissent peut-être moins souvent, mais dont on peut noter la présence aussi, qui sont Normandie, le SCE, le MLV. IPAG et l'ISTEC. Mais en règle générale, quand on parle des écoles les plus connues en école de commerce, vous les voyez apparaître, on parle souvent des top 8 ou des top 10 maximum. Avant de répondre à la question qui vient d'apparaître, un commentaire complémentaire très très important. Qui dit classement dit qu'il y a suffisamment d'antériorité pour que les étudiants soient diplômés, voire même pour que les étudiants soient en poste. Ça dépend comment les classements sont faits, mais s'ils sont faits sur les niveaux de rémunération, les évolutions de carrière, ça prend du temps. Donc, la conclusion de ça, elle est, et c'est important de conserver cette idée en tête, elle est que tout nouveau programme sera hors classement. Ce qui ne veut pas dire qu'un nouveau programme est de mauvaise qualité. Je pense, par exemple, au nouveau programme, par exemple le BBA de l'EM Lyon, qui est cette année dans la banque d'épreuves Sésame, celui de l'ESCP également, qui est une procédure de recrutement indépendante. On ne peut pas imaginer que ces 2 écoles qui sont connues et qui travaillent sérieusement depuis longtemps n'aient pas développé et construit des programmes au niveau post-bac qui soient des programmes également de qualité. On sait en plus que la marque sera aussi valorisée de la même façon que le BBA ESSEC. On entend ESSEC, bien évidemment, les employeurs entendent ESSEC quand ils voient le diplôme. De la même façon, le SCP et le M Lyon sont des marques qui sont des marques un peu gages de qualité. Donc, je suis à peu près sûre que dans quelques années, vous allez retrouver dans le top 3 quelque chose qui sera peut-être maintenant le fameux top 5 qui intégrera le BBA de l'EM Lyon, le BBA de l'ESCP, etc., etc. Donc attention, oui, ces classements sont intéressants, néanmoins, ils ne permettent pas de se projeter vraiment complètement dans le futur au moment où les étudiants qui les intègrent sortiront diplômés, c'est-à-dire dans 5 ans. Je pense que certains jeunes programmes seront à prendre en considération également. Alors, les questions qui sont apparues depuis, y a-t-il des catégories pour les écoles comme pour les écoles d'ingénieurs? Je ne sais pas quelle catégorie vous faites référence. Donc, peut-être que vous pouvez compléter votre question par quelques mots de chat, ça pourrait m'aider. Ce classement mélange PGE et BBA, est-ce à dire qu'il vaut mieux faire un BBA type ESSEC qu'un PGE type A? Alors, je vais avoir du mal je vais essayer de m'interdire, moi, à vous donner mon avis parce que, et c'est une introduction que je n'ai pas faite, mais que j'aurais dû faire, c'est que je ne vais pas vous donner des vérités, je vais forcément vous donner à chaque fois un point de vue. Et c'est tout. Donc, et quelqu'un d'autre pourra peut-être tenir un discours différent. Néanmoins, effectivement, moi, j'aurais tendance à répondre oui à votre question, d'autant plus que l'ESSEC est une belle école et comme je le disais pour l'EM Lyon et l'ESCP, on peut lui faire confiance
sur la qualité de ces dispositifs pédagogiques. Même si on n'est que BBA et pas le PGE de l'ESSEC, on aura quand même accès aux infrastructures, des professeurs qui sont les mêmes de l'école, alors que d'autres écoles que vous avez citées sont un peu moins connues, même si elles font du bon travail, même si elles sont en fait en train de se développer de manière très claire. Donc, tendanciellement, ma réponse est oui, avec bien évidemment le handicap néanmoins, qui est qu'il faudra compléter ce BBA par un Master 2, soit dans une autre école, soit dans un contexte universitaire, soit à l'étranger, enfin, dans un autre contexte. Mais c'est vrai que les BBA qui sont parfois peu connus, en particulier, j'ai découvert ça récemment par les conseillers d'orientation dans le lycée, parce qu'ils sont peut-être plus récents, sont des programmes, et vraiment je vous engage à aller regarder le contenu des programmes. Ce sont des programmes qui sont bien faits et qui vont développer en plus une compétence internationale qui est aujourd'hui extrêmement valorisée par les entreprises. C'est vraiment des très beaux programmes. J'ai beaucoup d'affinité pour ces programmes à titre personnel, donc ça biaise peut-être ma réponse. Est-ce que la préparation au concours école de commerce est complémentaire avec le concours Sciences Po IEP? Il s'agit de matières différentes et en fait, je dirais que certains étudiants font les deux parce que ce ne sont pas du tout les mêmes types d'épreuves. C'est possible de faire les deux. D'un côté, sachant qu'en particulier encore plus aux écoles de commerce, les écoles de commerce, on va y revenir dans 2 minutes, ne nécessitent pas de connaissances. C'est vraiment des épreuves qui vont demander de la méthodologie. Donc nous, notre préparation est une préparation assez courte, en une semaine, de méthode. Et de la même façon, sur les IEP, il y a un petit peu plus de connaissances puisqu'il y a des thèmes à potasser un peu, mais il y a aussi beaucoup de méthodes. Donc les étudiants qui peuvent suivre les deux, en règle générale, suivent les deux préparations. Non, il n'y a pas, merci, il n'y a pas de ce regroupement comme on le fait dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce. En tout cas, je ne l'ai pas à ma connaissance. Pour le coup, est-ce plutôt facile pour les étudiants ayant un BBA de trouver une dernière année ailleurs? Oui, c'est prévu. C'est prévu et c'était mon introduction qui est de dire au niveau Master 1, Master 2, il y a énormément de passerelles qui se font, même si un étudiant rejoint une école en pensant y effectuer ces 5 années, souvent, ce qui va apparaître au fur et à mesure de la formation, c'est que peut-être que la spécialisation, l'option qui correspond au projet professionnel une fois qu'il est abouti, n'est pas dans l'école dans laquelle on a commencé sa formation. Et donc, énormément d'étudiants changent d'école en Master 2 et les écoles ont l'habitude, et il y a énormément, et au Master 1 aussi d'ailleurs, il y a énormément de passerelles et de places disponibles dans les Master 1 et dans les Master 2 des écoles. Donc, c'est quelque chose qui n'est jamais été un frein pour les étudiants. Si on fait un BBA-ESSEC, on ne peut pas chez eux. Alors, le master PGE, grande école, a priori non, sauf à une ou deux exceptions par an qui sont les meilleurs des étudiants. Mais effectivement, vous avez d'un côté le programme PGE, programme grande école qu'on fait après une classe préparatoire. Et à côté de ça, vous avez le programme BBA, ESSEC, vous avez compris qu'il ne s'agissait pas du tout du même parcours. Donc, je sais que chaque année, il y a des exceptions, d'étudiants qui tenaient vraiment à le faire, mais elles sont assez rares. Sachant en plus que le programme grande école reste quand même va rester plus généraliste au niveau d'un Master 2 qu'un Master spécialisé qu'on pourrait faire en complément d'un BBA, sachant que l'enseignement un peu généraliste, on l'a complété pendant ces 4 ans et qu'il est en plus, de notre point de vue, plus pertinent de compléter par un Master vraiment spécialisé sur des compétences qui pourraient manquer pour le projet professionnel plutôt que faire un Master 2 programme grande école, juste pour avoir l'étiquette Master 2 programme grande école. En termes de compétences et d'employabilité derrière, je pense que ça sera plus intéressant d'aller sur un Master spécialisé. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai vues passer. Alors, les prépas intégrés, je vais parler des CPGE dans 2 minutes. Prépa intégrée est un dispositif qui ne s'adresse qu'aux écoles d'ingénieurs. En fait, le cycle d'ingénieur est un cycle en 3 ans qui nécessite d'avoir un bon niveau en maths, physique, chimie. Pour y accéder, soit on passe par une CPGE
avec le concours à la fin, soit on fait le concours de l'école d'ingénieur directement après le bac, mais on a quand même besoin de cet enseignement de renforcement, on va dire, en physique-chimie, et donc c'est cette dimension de prépa intégrée. Alors que les écoles de commerce, et vous allez voir que les épreuves des concours l'illustrent, ne demandent pas de connaissances préalables, on va s'attaquer pratiquement qu'à des matières nouvelles, du marketing, de la gestion, du droit, et du coup, il n'y a pas de prérequis nécessaires. Et donc, il n'y a pas de prépa intégrée dans les écoles de commerce. On commence directement après le bac à rentrer dans le vif du sujet, dans les matières pratiques. Et donc, il n'y a pas de différence de profil non plus. Alors, pour avancer, et ben voilà. Et donc, oui, c'est une question courante et légitime de se dire qu'est-ce que je choisis? Si j'ai fait mon choix d'école de commerce, qu'est-ce que je choisis? Donc, c'est vrai que vous avez, dans un premier temps, la CPGE. Donc, la CPGE va permettre, donc finalement, vous avez compris, hein, de vivre à peu près les mêmes cours, les mêmes contenus, hein, vivre la même chose en école. Pardon, c'est l'inverse. La grande école sans CPGE va permettre de vivre la même chose qu'avec CPGE, mais finalement pendant 5 ans au lieu de 3, ce qui permettra du coup en particulier de multiplier les expériences professionnelles et les expériences à l'international, en ayant donc un diplôme reconnu. Programme grande école pour certaines, déjà, bachelor ou BBA, on vient d'en parler. Les sélections, pourquoi passer par là? La sélection est différente, mais du coup aussi les matières à l'intérieur sont différentes. On dit souvent que le choix, les concours, enfin, les écoles post-bac s'adressent avant tout à des étudiants qui sont peut-être un peu saturés de leur enseignement au lycée, qui ont vraiment une envie urgente d'avoir une formation concrète, pratique et donc perçue comme utile, alors que les étudiants qui font le choix de la CPGE sont peut-être plus ouverts à une poursuite d'études dans un contexte lycée, donc avec les mêmes matières, des matières très académiques, très théoriques et pas du tout conceptuelles. Ils sont prêts à rester 2 ans à suivre ces parcours, probablement pour ensuite avoir accès au meilleur, à la crème de la crème, au top 3 des programmes. Parce que vous avez vu que dans tout ce que je vous ai cité aujourd'hui, n'apparaissait pas le programme grande école d'HEC, le programme grande école de l'ESSEC et le programme grande des 3 parisiennes. Donc c'est vrai que si vous voulez avoir les 3 parisiennes dans leur version programme grande école, il n'y a pas d'autre choix que celui de passer par une classe prépa. Pour à peu près tout le reste, il existe un choix véritable de passer par ces prépas ou s'affranchir de ces concours dans 2 ans pour intégrer directement l'école après la terminale. Les concours dans les écoles post-terminale, post-bac, auront donc des matières moins académiques. On regardera davantage dans les candidats l'expérience, peut-être les expériences extrascolaires. On ira chercher des étudiants moins scolaires, hein, et c'est la raison pour laquelle aussi les écoles se sont ouvertes à ces profils-là, pour avoir des cohortes d'étudiants et de diplômés peut-être un peu plus brassés, hein, et du coup que ces différences soient au bénéfice de tout le monde. Un point important et récent, historiquement, le dossier scolaire n'était pas regardé du tout dans les concours post-bac. Désormais, depuis l'année dernière, il est regardé, mais avec des coefficients différents sur les écoles, et en règle générale, bien évidemment, il a moins d'importance que l'importance que le dossier aura pour entrer dans une classe préparatoire. Donc attention, on est moins sur le niveau académique, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas une sélectivité, et vous imaginez bien que les meilleurs des programmes que je vous ai présentés tout à l'heure sont sélectifs. Alors, il y a une question peut-être à laquelle je n'ai pas répondu. Y a-t-il une différence de profil entre école après prépa? Alors, je suis peut-être en train d'essayer de répondre à cette question. Peut-être également, on reviendra dans 2 minutes sur le profil des étudiants. Je ne sais pas si c'est là. Voilà, c'est le slide supplément. Donc, c'est pour qui? Effectivement, 2 profils différents. D'un côté, classe prépa, on est sur des profils d'étudiants qui sont sérieux, dont on va dire en tout cas, c'est l'image qu'ils donnent, sérieux, travailleurs, organisés, ambitieux,
on vise l'élite, hein, soif d'apprendre, bonne capacité intellectuelle, ça va vite, bonne capacité en particulier d'assimilation, parce que les programmes sont très lourds, c'est un peu la terminale, mais puissance 10, hein. Bonne capacité donc de mémorisation et de synthèse, capable de beaucoup s'investir avec un esprit compétitif, puisqu'il y aura un concours dans 2 ans, et à la recherche d'excellence. Mais peut-être, parce que toute médaille peut avoir une sorte de revers, peut-être un peu scolaire, peut-être avec un peu plus de besoin d'encadrement, et très, en tout cas, centré sur les études. À l'inverse, les étudiants qui choisissent des écoles directement après le bac, on va avoir d'eux une image d'une maturité un peu plus importante, ayant une vie équilibrée, plus équilibrée entre scolaire et extrascolaire, donc des gens plus ouverts sur d'autres activités, d'autres pratiques et les gens donc en particulier. Peut-être déjà une posture professionnelle plus motivée, et donc plus avancée, et donc plus forte motivation pour les matières et les programmes proposés. Souvent, on voit l'envie d'entreprendre, de faire, d'avoir des expériences, de partir à l'international, la soif de faire plus que la soif d'apprendre finalement. Voilà, et donc on sent bien qu'il n'y a pas de mieux et de moins bien. On sent bien qu'il s'agit d'affinités, peut-être de maturités différentes, avec 2 points de vigilance, chacun en fonction du parcours, enfin du profil. Pour les profils plutôt école post-bac, forcément, en tant qu'école, on va dire attention à ce qu'ils n'oublient pas les études. Et les profils plutôt CPGE, forcément en tant que prépa, on va dire attention à ce qu'ils ne soient pas trop impliqués dans leurs études et qu'ils ne confondent pas résultats scolaires et la valeur qu'ils se donnent d'eux-mêmes. Parce que c'est vrai que c'est tellement difficile qu'il faut aussi être capable de prendre du recul, de ne pas s'investir trop et garder du recul par rapport à ce travail de prépa et aux résultats qu'on peut avoir au sein de ces prépas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur prépa ou pas prépa. Une dernière idée me vient. Une autre raison peut-être pour choisir une prépa, donc, sachant que la première, c'était vraiment l'excellence et viser les top 3, ça peut être aussi pour, et c'est souvent des garçons, qui peuvent avoir manqué encore un peu de maturité quant à leur projet de formation. On ne sait pas encore trop. On n'était pas si mal que ça dans le lycée. Là, ça peut être une autre stratégie de choisir une prépa. Alors, ne pas viser peut-être les prépas les plus... là aussi, il y a des classements, donc les meilleurs des prépas de France, de façon à ce que le niveau ne soit pas insoutenable comme ça peut l'être dans certaines prépas, et de façon à se donner 2 années où on continuera à travailler, à s'enrichir, on apprendra à travailler, et 2 années qui permettront peut-être de continuer à mûrir un projet professionnel. Et grâce au jeu des équivalences, puisque quand on sort d'une 2 années de préparation, à savoir qu'on a vraiment un équivalent de Bac+2, comme si on avait fait un BTS ou un enseignement, un DUT, de pouvoir peut-être s'orienter dans 2 ans sur quelque chose dont on sera un peu plus sûr. Voilà ce que je pouvais, moi, vous dire sur les classes prépa ou les écoles post-bac. Alors, on va rentrer dans les concours maintenant. Donc, concours des classes prépa, on est vraiment sur des concours de connaissances. Et donc, ça nécessite ces 2 années ou 3 années de préparation avec vraiment un énorme besoin de capacité de mémorisation, de synthèse, d'apprentissage. Alors que l'autre, on va être sur des concours de méthode. En effet, les écoles qui recrutent, que ce soit post-bac ou après Bac+2, Bac+3, elles vont s'adresser à des étudiants qui viennent de parcours différents. Et donc, on ne peut pas faire des concours de connaissances. Et on n'a pas du tout intérêt à faire des concours de connaissances. Et on va faire des concours autour des compétences dont on sait, et c'est en ça que ces concours sont malins, pertinents, dont on sait que ce sont des compétences clés pour réussir dans les écoles et pour réussir dans les métiers par la suite. Ces compétences, on va revenir quand je vais parler des épreuves, mais elles sont très simples. On va parler de capacité à la synthèse, à l'analyse et à la synthèse. C'est vrai que dans une carrière professionnelle, on fait tous des comptes rendus d'activités, des synthèses de réunions, par exemple. On va parler de logique, et c'est vrai aussi que cette dimension de logique mathématique, elle est aussi importante dans la plupart des métiers. On va parler d'anglais, forcément la dimension internationale devenant de plus en plus fondamentale, les compétences en anglais le sont également. Et puis, on va parler ensuite
de l'oral et de la capacité à convaincre de sa motivation ou de l'intérêt d'un projet. Ce serait exactement la même démarche plus tard quand on sera en école ou quand on sera dans son métier de professionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle ces concours sont toujours autour de ces compétences, analyse, synthèse, maths, logique, anglais et oral. Alors, question très importante cette année, c'est qu'est-ce qui va changer l'année prochaine? L'année dernière, donc les concours n'ont pas pu avoir lieu, ça a été communiqué très tardivement, ça a mis énormément d'étudiants dans des situations compliquées. Cette année, les informations ont été officialisées un peu au compte-gouttes, mais les choses commencent à se clarifier. Et ce qui est sûr, c'est que le jour de l'ouverture de Parcoursup, les écoles seront dans l'obligation d'avoir communiqué de manière officielle et définitive sur leur processus d'admission. Néanmoins, ce qu'on peut dire là, c'est que pour les programmes les plus sélectifs, et donc on pense aux banques d'épreuves Access et Sésame, les concours sont maintenus et il a été annoncé que les écrits se passeraient à distance. Ce qui est plutôt une façon de se rassurer sur leur maintien puisque les épreuves vont être aménagées, parfois sous forme de QCM ou une synthèse qu'on fera sur un ordinateur, de façon à ce qu'elles puissent avoir lieu même si on était dans un moment de crise sanitaire comme on l'a traversé. Les autres programmes, et je pense à des bachelors, puisque j'ai cité quelques bachelors précédemment, allez voir chacune des écoles, mais souvent, ça a été transformé en un dossier plus une épreuve d'oral. Donc, quand on va regarder les concours, bien évidemment, se concentrer sur les Access et Sésame. Donc, ces concours Access et Sésame, ils vont comporter systématiquement 2 phases. Une première phase, ces écrits qui se feront à distance, et une deuxième phase, les oraux. Donc, les écrits, les écoles ont eu le bon goût, et c'est la banque d'épreuves Access ou la banque d'épreuves Sésame, de se regrouper de façon à proposer un même écrit pour tous les programmes. Ensuite, bien évidemment, vous pourrez regarder, les jeux de coefficients peuvent être différents. Une école valorisait davantage l'épreuve de synthèse, l'autre l'épreuve d'anglais, l'autre les oraux, etc., etc. Mais en tout cas, pardon, je ne parle pas des oraux, l'anglais, le mathématique, le français par exemple, de façon à permettre avec une seule journée d'épreuve, début avril, pour accéder Sésame, à tous les candidats de passer tous les écrits. Donc, les écoles vont choisir leurs candidats par le jeu des coefficients. Donc, vous pouvez être retenu dans une école et peut-être pas dans une autre de par ce jeu des coefficients. Et va se passer ensuite une deuxième phase qui est les oraux. Alors, cette année, les oraux de mémoire ont été annulés aussi. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Ce qui est sûr, c'est que les écoles tiennent beaucoup à ces oraux s'ils sont possibles, parce que c'est pour elles aussi c'est le dernier moment de leur communication. Bien évidemment, les étudiants sont admissibles à plusieurs écoles et ils vont faire leur choix à la fin du processus d'admission. Et c'est vrai que le fait d'aller dans les écoles, d'avoir rencontré, de s'être projeté dans les locaux, d'avoir rencontré les anciens, des professeurs, ça peut être un élément, et ça a toujours été de tout temps, un élément très important du choix final d'un étudiant. Tous les ans, on a des étudiants qui, quand ils commencent leur préparation, veulent absolument aller dans l'école A. Quand ils ont fait ce qu'on appelle, nous, le Tour de France des écoles, des oraux, vont revenir en disant non, finalement, je vais dans l'école B. C'était trop génial ce que j'ai vu dans l'école B. Et les écoles le savent, il y a vraiment un peu une surenchère des dispositifs d'accueil des étudiants quand ils vont passer les oraux. Petit commentaire pour les parents qui sont avec moi là. C'est sûr que vous allez avoir un rôle important à jouer. Vous allez voir le planning, mais entre les écrits et le début des oraux, il ne se passe que quelques jours. Le nerf de la guerre va être à partir du moment où vous avez les résultats des écrits, allez sur les sites de toutes les épreuves pour organiser le passage des oraux. Parce que si vous êtes admis cible à 3, 4, 5 ou 6 écoles, il va falloir organiser 3, 4, 5 ou 6 oraux, probablement dans des villes différentes. Et tous les ans, on a aussi des mauvaises expériences d'étudiants qui n'arrivent pas à passer certains oraux parce qu'il y a confrontation d'agenda, impossibilité d'agenda, et parce qu'ils n'ont pas suffisamment anticipé l'organisation de leur planning. Ça, en règle générale, c'est plutôt dans la cour des parents, de la même façon que souvent les parents participent aussi au Tour de France après. On va rentrer un peu plus dans les épreuves, si vous voulez bien. Donc, on en a parlé, Access et Sésame.
Donc, vous avez d'autres banques d'épreuves, mais qui ont supprimé, en tout cas, à ce que j'ai lu aujourd'hui, ce que nous avons tous lu, les écrits. Passerelle Bachelor va conserver le dossier plus l'épreuve orale, et écrit comme Bachelor va aujourd'hui uniquement sélectionner sur le dossier. Et puis, vous avez quelques bachelors indépendants, et on va regarder la procédure également dans 2 minutes. Alors, j'ai bien noté la question sur les programmes de révision. Très franchement, je ne vais pas être la meilleure personne pour vous donner des programmes de révision. Ce que je peux vous proposer, je préfère que ce soit nos professeurs d'anglais qui le fassent, ce que je peux vous proposer, c'est pour toute question auxquelles je ne me sens pas de répondre, de nous envoyer la question par mail, puisqu'on n'a pas vos coordonnées à travers le Zoom. Donc, le mail étant contact @prépagrandesécoles.fr, et je vous promets que dans la semaine prochaine, on vous apportera des éléments de réponse à cette question trop pointue pour moi sur la révision du programme d'anglais. Donc, je vous rappelle que je vous avais parlé de Cage tout à l'heure. Effectivement, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez les dispositifs différents selon les programmes, et je pense que ça, vous l'aviez compris. Ce transparent n'est peut-être pas très utile maintenant. Alors, pour revenir sur les épreuves, donc vous avez compris qu'il n'y avait pas de connaissances nécessaires. Bon, il faut réactiver quelques connaissances mathématiques, mais en règle générale, on est plutôt du niveau 3e. En revanche, des compétences. Et vous allez découvrir petit à petit des épreuves qui sont de nature très différente à celle qui était le bac. La synthèse, il s'agit d'avoir un dossier avec plusieurs articles de nature assez différente. D'ailleurs, vous pouvez avoir des articles de presse, des recherches, des bandes dessinées, enfin un peu n'importe quoi, des choses très différentes. Et non pas de faire la somme de résumés, mais de vraiment faire une synthèse, c'est-à-dire d'articuler une problématique à partir de la lecture de ces documents, et de venir intégrer dans cette problématique, donc dans ce plan, les idées clés relevées dans chacun des résumés, dans chacun des articles. Donc, ça paraît difficile, ça nécessite une vraie méthode. À partir du moment où la méthode est acquise, c'est quelque chose qu'on peut pratiquement faire en pilote automatique. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de différent. De la même façon, les exercices de logique ou de maths sont sous forme de QCM. De la même façon, en lycée, le QCM, ce n'est pas un type d'exercice dont on a l'habitude. Certains, en plus des QCM, ont des points négatifs. Il y a tout le sujet de la gestion de temps à appréhender. L'anglais, c'est également une forme de QCM. Et donc, toutes ces épreuves ont vraiment des attendus et des codes différents, et c'est important de se préparer. Alors, je ne dis pas forcément de se préparer avec PGE ou avec une prépa payante d'ailleurs, mais en tout cas, de se préparer. Si vous trouvez des préparations gratuites, très bien, mais n'allez pas à des épreuves sans avoir de préparation du tout. Vous n'iriez pas au baccalauréat sans avoir fait des bacs blancs, mais c'est un peu la même chose. D'autant plus qu'on est sur un concours et non plus sur un examen. Et donc, les épreuves ne sont pas faites pour que tout le monde puisse réussir, parce que si tout le monde avait 20, on ne pourrait pas départager les étudiants. Et donc, les épreuves sont faites pour qu'on ne puisse pas les finir, en tout cas, et en particulier, le sujet est la plupart des temps, le facteur temps. Donc, il est super important de s'entraîner à ces épreuves en temps réel, de façon à apprendre petit à petit, à gérer son temps et à investir son temps de la meilleure des façons possibles par rapport à ses points de force, de façon égarnie à glaner le maximum de points. Donc, c'est vraiment des stratégies, la pratique des exercices pour gagner en temps, des épreuves pour gagner en temps, et la mise en place de stratégies spécifiques pour chacun d'entre nous en fonction de là où on sait qu'on va pouvoir gagner des points et là où, au contraire, on risque d'en perdre. Et puis, ce que je disais, les tiers-temps, en règle générale, sont une autre question qui apparaît complémentaire à l'épreuve d'anglais à laquelle je n'ai pas pu répondre. Les épreuves, effectivement, des concours, il faut faire la demande, mais permettre de bénéficier des tiers-temps de la même façon que pour les examens nationaux. Attention, nouveauté, donc je vous le disais, en plus des concours Access Sésame aujourd'hui, les écoles vont regarder les dossiers sur Sésame. Access, a priori, non. Ce que vous pouvez regarder aussi, vous allez le voir sur la banque d'épreuves Sésame, c'est la différence des coefficients
entre les écoles, qui vont de 2 à 12. L'ESSEC et l'EM Lyon, je ne me souviens pas dans quel sens c'est, mais en tout cas, le point est véridique pour ces deux écoles. L'une regarde le dossier coefficient 2 et l'autre regarde le dossier scolaire coefficient 12. Donc c'est vrai qu'en fonction du profil d'un étudiant, ça va être un vrai élément de choix entre telle et telle école. Alors, on va rentrer... Je vais répondre à Corentin sur les oraux dans 2 minutes. Je vais commencer par passer les écrits. Je note la question sur les dates des oraux. Alors, l'IESEC, donc l'IESEC, c'est 3 écoles. L'accès, c'est 3 écoles, l'IESEC, SK, SDS. Les 2 étant dans le top 3, vous avez vu. Donc, eux, effectivement, proposent qu'un programme grande école en 5 ans. Les écrits sont le 8 avril et les oraux la deuxième quinzaine d'avril. Pour commencer à répondre à la question sur les oraux, c'est vous qui allez définir effectivement vos dates de ces épreuves orales. Et si vous venez faire la préparation 17-18 avril avec nous, bien évidemment, ça veut dire que vous avez avant choisi votre week-end d'entraînement et qu'il n'est pas à ces mêmes dates-là. Si jamais il y avait une incompatibilité et que vous ayez préempté une formation 17-18 et que en fait vous retrouviez, parce que c'est peut-être le sens de votre question, avec une obligation de passer les euros à ces dates-là, il est bien évident qu'on vous trouverez une place dans une préparation avant votre date des oraux. Aujourd'hui, nous avons, et comme tous les ans, prévu des dates de préparation aux oraux, mais et vous vous inscrivez pour réserver une place en particulier, hein, mais on a toujours fait preuve de souplesse absolue et en fonction de la confirmation définitive des oraux, parce que parfois ça peut bouger, la confirmation des dates auxquelles vous passez ces épreuves, bien évidemment, vous trouverez une place dans le week-end le plus adapté. Merci. On vous le garantit. Où en étais-je? Oui, donc 5 épreuves écrites, la synthèse de texte, raisonnement logique et mathématique, ouverture culturelle et anglais. Donc la nouveauté, c'est que les épreuves ne se font plus dans un centre d'examen, enfin, ne se font plus sur une copie papier plutôt, mais sur ordinateur. C'est quelque chose qu'on avait déjà vécu sur Passerelle à Bac+2, Bac+3 l'année dernière. Donc typiquement, la synthèse de texte, il y a 2 façons de le faire. C'est soit vous allez répondre à des questions de repérage, de compréhension, de structuration, soit vous allez pouvoir rédiger directement votre document de synthèse sur l'ordinateur et charge à eux, aux écoles bien évidemment, de mettre en place, et c'est en train de se multiplier, des outils qui vont permettre de vérifier, de suivre, de reproduire le surveillant qu'on trouve dans un Arcueil ou dans tous les centres d'examen, avec des systèmes de caméras qui vont pouvoir s'activer de manière aléatoire pour vérifier que vous êtes bien derrière votre ordinateur, que ce n'est pas votre grand frère qui est en train de faire le concours. Mais sinon, pas énormément de modifications, à part les mathématiques. Donc, c'est le moment pour moi de revenir sur les mathématiques. Donc, il y a effectivement une grande nouveauté cette année, qui est que ce sera la première version du bac avec les spécialités. Et donc, certains étudiants vont passer les concours et vont rejoindre des écoles, alors qu'ils n'ont pas fait de mathématiques, ni maths complémentaires, ou à l'opposé, parce que vous avez exactement le même sujet avec la spécialité SES, à l'opposé, ils n'ont pas suivi la spécialité SES en terminale. Alors, 2 choses. D'abord, sur le programme, les écoles sont en train d'annoncer qu'elles ont mis en place des programmes de mise à niveau en septembre sur ces matières. Donc, typiquement, en fonction des spécialités que vous allez choisir, les écoles proposeront des mises à niveau en mathématiques ou en SES. De la même façon, les CPGE, l'année prochaine, les CPGE telles qu'elles existaient, économiques et scientifiques, disparaîtront au profit d'une classe préparatoire ECG générale, avec un tronc commun et la possibilité de prendre des spécialités qui seront le prolongement des mêmes spécialités que vous avez choisies en terminale. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là maintenant, mais sachez que vous aurez aussi une adaptation des CPGE en fonction des spécialités que vous avez choisies en terminale. À plus court terme, le concours. Donc, le concours
Access était connu pour son niveau en mathématiques. Historiquement, on disait qu'il fallait avoir suivi une terminale S et que ES n'était pas suffisant parce que certains points du programme, comme les intégrales, je crois, de mémoire, étaient nécessaires pour le concours. La question s'est posée forcément de la situation des étudiants qui n'avaient pas mathématiques comme spécialité et même de ceux qui n'auraient eu que mathématiques complémentaires. Donc, Access vient de communiquer il y a, je crois, la semaine dernière à peu près, donc c'est très, très, très récent, sur le fait que oui, son concours serait accessible aux étudiants qui n'ont pas suivi de spécialité mathématique, ce qu'on pouvait penser parce que toutes les écoles savent que tous les meilleurs élèves n'ont pas pris mathématiques, en particulier ceux qui pouvaient hésiter avec Sciences Po n'ont pas la possibilité de prendre mathématiques s'ils veulent avoir un choix de spécialité qui puisse être cohérent avec les deux options, et qu'il était difficile pour eux de s'affranchir complètement d'accueillir des étudiants non matheux, on va dire ça comme ça. Donc, il était évident que les épreuves allaient évoluer. Donc, elles sont en train d'évoluer. Nous attendons ce qu'on appelle les annales 0, V0, comme pour le bac, hein, comme les épreuves de spécialité, de façon à caler complètement l'accompagnement. Mais au minimum, ce qui a été annoncé, c'est que, alors c'est un minimum hein, vraiment, que oui, alors, la candidature de ces étudiants serait possible et que dans les épreuves, avant les questions, il y aura un rapport de cours fait de façon à rafraîchir la mémoire des étudiants qui auraient peut-être oublié ces notions ou leur donner quelques éléments d'explication complémentaires. Alors, il y a un micro qui vient de s'activer. Voilà, je vais le mettre en muet. Et du coup, pour ces cas de figure, vous verrez plus tard que nous, on ne croit pas que sans maths du tout, on puisse quand même passer ce concours accès. En revanche, on croit qu'en le préparant avec un renfort en maths, c'est possible. Et donc, nous proposons, historiquement, nous proposions des renforts pour des étudiants qui avaient déjà l'équivalent des filières ES, ça s'appelle Week-end Maths Excellence Maths Accès, que nous allons bien évidemment poursuivre, mais nous avons complété cette année la préparation avec un accompagnement plus long de 28 heures de mathématiques vraiment dédiées à des étudiants qui n'auraient pas fait maths du tout ou que maths complémentaires. Et de façon à leur permettre de réactiver les enseignements qu'ils avaient en terminale, qui sont déjà une base importante, nécessaire et importante, et de leur permettre d'aller plus loin sur les enseignements nécessaires pour faire face à ces concours. Alors, je ne dis pas que grâce à ça, ces candidats-là auront des notes exceptionnelles en mathématiques. Ce que nous disons, c'est que grâce à cette préparation et l'effort en plus d'ouverture fait par les écoles, on peut, pour employer un langage un peu familier, limiter la casse et avoir une note acceptable qui, grâce à une compensation avec d'excellentes notes sur les autres matières, permettent de passer la barre de l'admissibilité et qui, grâce ensuite à une très bonne note en oral, et ça, on peut s'engager derrière vous pour que ça soit le cas, puisse permettre d'être admis dans ces écoles-là. Sachant effectivement que je vous dis, ça correspond aussi au discours que les écoles suivent. Alors, oui, toute inscription faite permet de s'inscrire à toutes les options. S'inscrire à l'oral dans un deuxième temps, bien évidemment. S'inscrire à maths, week-end maths accès pour ceux qui font maths dans un deuxième temps ou aussi, puisque nous, la façon dont nous présentons les choses est de dire venez faire le stage et une fois que vous avez été confronté à l'épreuve, on verra avec le professeur de maths si vous avez besoin d'un support complémentaire en mathématiques. Peut-être que ce n'est pas la peine, donc ne vous inscrivez pas si ce n'est pas la peine. On sait que vous avez beaucoup de choses à faire et en particulier les spécialités à préparer aussi, puisque leur évaluation est pratiquement, et avant d'ailleurs, les concours des écoles de commerce. Donc, concentrez-vous sur ce qui est vraiment nécessaire et utile. Petit bémol sur les étudiants qui auraient besoin d'un renfort de maths, dans la mesure où il s'agit de 28 heures de cours. Si vous faites le stage en février, il faudra avoir commencé cette remise à niveau et ce soutien accéléré en mathématiques avant. Et de mémoire, je n'ai plus en tête exactement la date de début de ce soutien, mais je crois qu'il est la semaine du 25 janvier. Donc vous avez encore un peu de temps, mais il faut s'y mettre. Quand sortiront les annales 0, je ne sais pas. Je pense qu'on peut imaginer que ce sera
Non, je ne peux pas vous dire bientôt. De toute façon, nos dispositifs, enfin, de toute façon, il est clair que, en règle générale, quand on voit les évolutions des concours, les évolutions ne sont pas des ruptures complètes. Il y a vraiment une continuité d'une année sur les écoles. Il s'agit plutôt d'ajustements, en particulier sur des modalités. Donc, on a l'habitude de réagir. Pour les étudiants qui ont déjà fait un stage, parce qu'on peut imaginer que peut-être la clarté ne sera pas faite complètement sur toutes les épreuves en décembre, euh, puisque c'est imminent. Néanmoins, notre accompagnement, il perdure après le stage à travers, vous allez voir dans 2 minutes, un espace d'entraînement à distance. Et bien évidemment, s'il y avait des ajustements qu'on n'avait pas anticipés, on mettra en place des live classes complémentaires, des cours en direct complémentaires et des entraînements complémentaires de façon à ce que tous les étudiants, qu'ils aient été préparés en décembre, qu'ils soient préparés en février, aient exactement le même niveau d'information, le même niveau de préparation. C'est un engagement de PGE. PGE, ça a toujours été le cas et on ne dérogera pas, bien sûr. J'entends. Oui, je prends la parole juste. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas comprise, c'est à quel moment vous commenceriez la prépa pour les oraux? Parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il y avait si peu de temps entre les résultats écrits et les épreuves orales. Oui, tout à fait. C'est un vrai point. Merci de la question. En fait, dès les écrits, on commence. C'est-à-dire que, puisque c'est un garçon ou une fille? Une fille. Et en fait, nous ne l'avons inscrite qu'à la prépa pour les écrits en se disant, en fonction de tes résultats, on t'inscrira ou pas à l'oral. Et je me rends compte que la démarche ne tient pas du tout la route. C'est un peu tendu, mais ceci dit, même si elle n'est pas inscrite à l'oral, dans les écrits, je vais vous la présenter dans 2 minutes, mais je vais anticiper. Pendant la semaine des écrits, on a une journée dédiée à l'oral. Parce que justement, on sait que 2 choses. Préparer l'oral, ça va demander quand même un effort de réflexion personnelle qui ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut un peu s'interroger sur ses motivations, sur ses qualités, peut-être profiter d'un peu de temps pour interroger ses amis et ses parents. Donc, ça se fait un peu à l'avance. Et en plus, on sait aussi que, comme vous le disiez fort justement, les écrits et les oraux vont s'enchaîner de manière très rapide. Donc, c'est vrai que moi, nous, on engage plutôt chacun à s'inscrire directement sur les oraux, mais c'est aussi pour réserver la date qui paraît la plus pertinente. Mais en tout cas, si ce n'était pas le cas, ce n'est pas un drame. Tous les ans, on a des étudiants qui s'inscrivent en sortant du stage écrit, qui s'inscrivent la veille d'un week-end. Vous risquez de ne pas trouver la date qui vous convient le mieux. C'est un peu ça. Vous allez avoir un problème d'agenda. Ça, c'est clair que vous risquez d'avoir un problème d'agenda. D'accord. Mais il reste des places sur les modules pour les oraux. Il reste des places. On en ouvre, en fait, ce sont des sessions, on en ouvre au fur et à mesure. C'est pour ça que j'insiste davantage sur les dates. Il restera toujours des places. Après, voilà, ce sera de plus en plus des dates tard dans la saison des oraux. Et c'est là où le bas peut blesser. C'est là où c'est vrai qu'avec ce nouveau calendrier, c'est peut-être… je suis toujours un peu embêtée de forcer des inscriptions. En tout cas, ce que je peux vous dire quand même, c'est que si jamais vous ne vouliez pas suivre l'oral, on vous le rembourserait. Ça, c'est sûr. Si vous nous prévenez, je ne sais plus, mais il faut que vous regardiez nos conditions générales d'inscription. Je pense que si vous nous prévenez même que 48 heures à l'avance, en tout cas une semaine à l'avance maximum, mais 48 heures, je crois que ça va pour les écrits, c'est une semaine. Pour l'oral, je crois que c'est jusqu'à 48 heures. Si vous aviez un contretemps, parce que ça peut arriver aussi, vraiment, on s'engage à vous rembourser l'inscription que vous auriez fait pour l'oral. Et c'est vrai que c'est peut-être plus prudent de le faire maintenant pour s'assurer de la place. C'est des week-ends. C'est le temps d'un week-end, en fait. Ouais. Ce sont les stages d'un week-end. Ok, ouais. Merci. Alors, je ne sais plus du tout où j'en étais, mais ce n'est pas très grave tout ça. Voilà, les épreuves orales. Bon, voilà, les épreuves orales, c'est très bien. Je vais poursuivre sur les épreuves orales. Les épreuves orales sont donc des entretiens individuels qui vont traiter de 2 sujets. La personnalité de l'étudiant et sa motivation. En fait, l'école va vouloir vérifier qu'il s'agit d'un choix maturé, raisonné, pensé, et qu'on n'est pas là, en particulier en terminale, qu'on n'est pas là parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre, qu'on n'est pas là parce que papa, maman avait fait une école. Voilà. Donc, on va vraiment creuser sur quelles sont les motivations. Et donc, on va demander à l'étudiant de parler
d'un semblant de projet professionnel ou au minimum de montrer qu'il y a des cours de marketing et des cours de gestion. Et puis, on va aussi lui demander de parler de lui pour vérifier que cette personnalité est en adéquation avec les dispositifs pédagogiques et la façon d'enseigner dans les écoles, et pour vérifier aussi que son projet, il est bien construit sur une perception à peu près claire de ce qu'il est, de ses sources d'intérêt, de ses centres de motivation, et que tout ça, il y a de la cohérence là-dedans. Donc, on ne va pas creuser énormément, mais on va quand même s'assurer que cette réflexion a été menée. Et je dis souvent que pour un étudiant de terminale, je ne dis pas du tout la même chose sur les bac+2, bac+3, bien sûr, hein, mais que pour l'étudiant de terminale, montrer qu'on a fait la réflexion est presque aussi important que ce qu'on va pouvoir raconter sur un métier qui nous intéresse. Parce qu'on peut dire beaucoup de bêtises sur un métier qu'on ne connaîtra pas et qu'il est très difficile de connaître en détail, surtout quand on va parler de métiers comme la finance de marché, par exemple. Mais en revanche, ce qui est important, c'est de montrer qu'on a rencontré des professionnels, qu'on s'est efforcé de comprendre que ça pouvait nous intéresser parce qu'on avait telle ou telle qualité et centre d'intérêt, etc., etc. Donc, c'est vraiment tout ce travail d'introspection, de compréhension que nous, on accompagne de manière très proche avec des outils qui ont été construits exprès pour ça, qui est la partie la plus importante. La moyenne des étudiants chez nous est à 18 sur 20 en oral, et moi, mon objectif, c'est que le candidat ait 20 sur 20. Voilà. Donc, quand on connaît les coefficients des épreuves orales, on sait que ça peut tout changer, mais on sait le faire vraiment. Mais en revanche, effectivement, il faut commencer à réfléchir. Alors, les résultats des finaux, puisque je pense que c'est de ça dont on parle, puisqu'on parle des écrits et des oraux, sont connus dans le cadre de Parcoursup. Donc, c'est quelque chose, ça me fait penser que je ne vous ai pas parlé de ça. En fait, pour s'inscrire à ces concours, vous allez faire une inscription en 2 temps. Premier moment, vous allez vous inscrire dans Parcoursup à la banque d'épreuves. Là, on est toujours sur Accès. Alors, je vais aller sur Sésame tout à l'heure, mais la banque d'épreuves Accès, en listant, et ce choix sera un vœu, en listant les écoles ou les programmes qui vous intéressent. L'année dernière, c'est encore une fois, je vous engage à venir nous écouter fin janvier, quand on fera la conférence Parcoursup, parce que chaque année, il y a des aménagements. L'année dernière, le choix des programmes ne rentrait pas dans le décompte des sous-vœux. Donc, ça comptait pour un vœu, mais c'est tout. Comme Sésame va compter pour un deuxième vœu. Une fois que vous avez fait cette inscription, en revanche, il faut quand même indiquer de manière très précise les écoles et les programmes de votre choix. Une fois que vous avez fait cette inscription, vous allez devoir vous inscrire également sur la banque d'épreuves Accès et sur la banque d'épreuves Sésame, et répéter exactement la manipulation en citant les programmes et les écoles auxquelles vous souhaitez candidater, de façon à ce que les deux systèmes puissent se parler et que les écoles soient informées de traiter votre candidature. Donc attention, vous allez avoir la double inscription. Et du coup, le résultat, vous l'aurez à travers Parcoursup. Donc, même chose, on vous expliquera tout ça plus en détail en janvier. À travers le Parcoursup, vous allez avoir à partir du 19 mai des résultats qui vont vous être communiqués au fur et à mesure des résultats positifs ou en attente. Et les résultats d'admission dans les écoles arriveront via la plateforme Parcoursup. Je vous dis, on reviendra sur Parcoursup un peu plus tard, parce que c'est quelque chose d'assez complexe et qui change tous les années. Alors, juste pour partager, si j'ai bien compris, avec les dates de vacances et ouverture des oraux de Sésame, les Parisiens ont finalement peu de choix pour les oraux, puisque vous proposez 4 dates d'oraux sur avril. La première est le week-end avant la dernière semaine de cours. Oui, la deuxième est pendant la semaine de cours. Pas possible, c'est pas si vrai, parce que les établissements, et chaque année tout le monde est obligé de s'adapter, les établissements ont l'habitude des candidats qui concourent à des écoles, passent des concours, ingénieurs aussi d'ailleurs, vous avez le même problématique sur les écoles d'ingénieurs post-bac, et du coup aménagent les plannings, ou en tout cas sans aménager les plannings, acceptent les absences et accompagne les étudiants pour récupérer quand il y a besoin de récupérer. Donc, ça se fait en parallèle. Les 2 dernières sont après le démarrage des oraux des concours. Bon, vous avez trouvé une solution. Ceci dit, je vais effectivement pas pouvoir traiter tout ce sujet, et je touche du doigt là. On était pour l'instant
pour tout vous dire, très axé sur l'organisation des écrits avec toutes les modifications qui sont en train d'émerger et peut-être un peu moins concentré sur les oraux. Je m'engage à ce que l'équipe regarde attentivement les dates des oraux par rapport au dernier calendrier, mais j'attends quand même janvier pour Parcoursup, et de façon à faire qu'elle est au mieux. De toute façon, on trouvera une façon, quitte à faire à dédoubler nos équipes et nos jurys sur un ou deux week-ends, puisque ce ne seront ces week-ends-là qui seront les seuls possibles pour préparer les étudiants. Il n'est pas question qu'on ne prépare pas les étudiants sur une épreuve aussi importante que les oraux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que pour nous, c'est encore un peu tôt, mais j'entends hein, vos angoisses et vos questions qui sont totalement légitimes sur cette préparation aux oraux et les dates. Je vous dis, pour nous, c'était vraiment très important de caler tous les contenus sur les écrits par rapport à toutes les évolutions. À partir au plus tard, début janvier, et après les stages de Noël, mais peut-être même plus tôt, on va revoir nos calendriers pour les adapter de la meilleure façon possible. Alors, donc, concours Sésame, la bonne nouvelle, c'est que ça va aller vite parce qu'on parle, en tout cas dans les épreuves, de la même chose. Alors, la particularité, c'est que dans cette banque d'épreuves, vous allez trouver ce que je vous ai présenté en introduction, des écoles en 5 ans et des écoles en 4 ans. Ces fameux BBA, vous allez les trouver dans la banque d'épreuves Sésame. Et également, vous allez trouver, comme on l'a vu ensemble, des programmes PGE, d'autres écoles. Donc attention, dans votre choix, vous avez du coup énormément de programmes dans cette banque d'épreuves. En revanche, sur les épreuves, je pense que je ne vais rien dire de plus. C'est le même type, c'est le 7 avril et non pas le 8. C'est exactement la même nature d'épreuve. Donc là, l'année dernière déjà, elle regardait le dossier. Access ne l'avait pas dit l'année dernière. Et voilà, vous avez l'exemple que je citais de mémoire tout à l'heure. Coefficient 10 pour le dossier pour le BBA de l'ESSEC et coefficient 2 pour le M2. Voilà, donc selon la qualité de votre dossier scolaire, typiquement, ça induit qu'à choisir entre deux BBA, si on veut maximiser ses chances de succès, il vaut mieux choisir Lyon ou l'ESSEC en fonction du dossier scolaire qu'on a pu constituer pendant la terminale et la première. Un tout petit détour avant de parler de notre préparation. Je ne sais pas quelle heure il est, mais oui, ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. Donc oui, il existe des écoles indépendantes, j'en ai cité 2. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les écoles qui ont mis en place des procédures de recrutement indépendants vont forcément davantage regarder le dossier que les autres. Donc forcément, vont s'appuyer davantage. Donc c'est pour les meilleurs des étudiants de première et terminale. Et après, vous allez trouver dans ce qu'on appelle un dossier des épreuves sous forme de tests que les étudiants auront dû faire au préalable, qui sont finalement très proches des épreuves qu'on retrouve dans la banque d'épreuves Access Sésame. Test de logique, c'est très proche des épreuves de logique Access Sésame. Test d'anglais, c'est très proche des épreuves d'anglais. Là, on va parler probablement du TOEIC. Et on va retrouver également ce fameux entretien de motivation. Tout ça pour dire que finalement, en préparant Access Sésame et en peut-être informant les professeurs qui vous accompagnent, que ce soit chez PG ou dans une autre prépa, du fait que vous allez en plus avoir besoin d'un TOEIC ou d'un TAGE post-bac, d'un test de logique ou d'un test de niveau d'anglais dans le cadre d'une procédure de candidature pour le SCP. Vous allez tout préparer en fait. Une seule préparation, compte tenu de la similitude des épreuves, permet d'être préparé, en particulier si vous attaquez au plus exigeant qui est accès, permet d'être préparé à peu près tous les cas de figure. Et c'est important parce que souvent, dans un premier temps, un étudiant va privilégier une école et comme je le disais tout à l'heure, au fur et à mesure de sa réflexion, des discussions qu'il peut faire avec des anciens, de la façon dont son projet professionnel peut mûrir, en particulier à dimension internationale, donc BBA ou pas, on peut être amené à modifier finalement ses critères de choix et son top 3. Et donc vraiment, le conseil qu'on donne toujours, c'est puisqu'il n'y a que 2 écrits, tant qu'à faire, faites-les tous les 2. Et laissez-vous un maximum de choix, allez faire les oraux, laissez-vous un maximum de choix pour pouvoir vraiment choisir la meilleure des formations supérieures ensuite. Bien évidemment, mon discours s'adresse à des étudiants pour qui les écoles de commerce sont un choix numéro 1. Il y a aussi l'autre stratégie, c'est d'utiliser les écoles de commerce un peu comme parachute.
en particulier des étudiants qui voudraient absolument rentrer à Sciences Po Paris ou des étudiants qui tiendraient à partir à l'étranger, avec le risque qu'on peut avoir, peuvent avoir en tête derrière l'école de commerce en choix numéro 3 finalement. Je ne vais pas tenir le même discours de multiplier les euros si les écoles de commerce ne sont pas votre premier choix, bien évidemment. Tout ça est une question de stratégie et je reconnais que c'est compliqué. Ceci dit, point important, nous ne faisons pas comme précédemment des événements en présentiel, comme les années précédentes. En revanche, nous continuons à proposer, si vous êtes parisien, des rendez-vous pédagogiques. Et si vous voulez discuter d'une stratégie par rapport à un profil particulier, d'une appétence particulière, il est bien évident que nos bureaux sont ouverts en mois de janvier pour qu'on puisse discuter, parce qu'on ne peut pas, dans un moment collectif comme on est en train de le vivre en ce moment, traiter de tous les cas de figure. Donc, appelez-nous. On peut commencer par répondre par téléphone et on peut surtout aussi se rencontrer ou faire un Zoom aussi, mais de manière un peu plus personnalisée pour répondre à toutes les questions que vous avez tous un peu plus personnelles. Donc là, c'était pour revenir sur les taux de réussite. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut se préparer. Il faut se préparer parce que c'est vrai que les écoles ont tendance à dire que ça ne nécessite pas forcément de préparation. Elles proposent elles-mêmes d'ailleurs des formats de préparation gratuites, rapides et gratuites. Voici là les taux de réussite nationaux. Alors, je pense que ce n'est pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. Et vous voyez qu'on avait 12%. 12% qui intègrent des candidats qui se souhaitaient préparer et des candidats qui ne s'étaient pas préparés. Donc, on peut imaginer facilement, en ayant cette fameuse logique mathématique dont je parlais tout à l'heure, quels peuvent être les résultats des étudiants qui ne se préparent pas. Voilà, pour rassurer, je vous indique là les résultats concours Accès Sésame d'il y a 2 ans et plus particulièrement les résultats aux écoles qui sont les écoles les plus sélectives qui sont l'IESSEC, l'ESCA et le BEBA, l'ESSEC. Donc, le message derrière, c'est en se préparant, vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Alors, on va rentrer un tout petit peu plus dans la préparation et du coup, on va peut-être revenir sur les oraux si j'ai oublié de dire des choses. Donc, notre métier, c'est la préparation au concours ingénieur, commerce, mais aussi Sciences Po ingénieur, post-bac, mais aussi bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Toujours avec un triptyque qui est l'intranet ou un espace de travail à distance que je vais vous présenter un peu plus loin, des stages intensifs pour les écrits et des stages aussi intensifs de 2 jours pour les oraux. En rouge, les intensifs, parce qu'on est très proche maintenant des intensifs. Le premier stage se passe à Noël. Et la deuxième période de stage se passe pendant les vacances de février. Et puis également, notre autre métier, c'est aussi l'accompagnement au lycée. Pourquoi? Puisque, en fait, nous sommes là pour aider les étudiants à accéder à leurs études supérieures, à leur formation supérieure. Or, on voit bien que le dossier, et en particulier dans le dossier les notes de spécialité, prennent de plus en plus de place. Et du coup, on développe de plus en plus soit des accompagnements uniquement sur les épreuves les plus difficiles en première et terminale ou seconde, donc les spécialités, les épreuves du mois de mars des spécialités, avec des stages spécifiques sur les spécialités, le bac français, le bac philo, parce que tout le monde va faire de la philo cette année, et puis bien évidemment, ce fameux grand oral qui fait peur à tout le monde. Et on développe également en février des parcours qui vont être des parcours mixtes qui vont permettre à la fois de travailler les spécialités, mais aussi de se préparer sur les concours des écoles. Faire un stage en février n'est pas trop tard, non. C'est ce que je vous disais un peu, le sujet, ça risque d'être le frottement avec le dernier effort à produire par rapport aux spécialités. Donc, c'est vrai que, après, je ne sais pas du tout si nos stages, ça dépend dans quelle ville vous êtes, je ne sais pas si nos stages sont complets ou pas pour les vacances de Noël, mais c'est vrai qu'en termes de séparation des temps d'effort, on peut imaginer se dire que Noël, c'est bien et laisser cette période de février plutôt avec un focus plus important sur les spécialités. Néanmoins, il conviendrait, même si pour ceux, il conviendra, même si pour ceux qui sont sur des stages de préparation à Noël, à continuer l'entraînement. Et c'est là parce que si on fait un stage à Noël et qu'on oublie tout,
ça ne sert pas non plus à grand-chose. Et c'est là où je dirais que ma vraie réponse, elle est encore une fois en fonction du profil d'apprentissage de chacun. On connaît, et vous savez, des étudiants qui sont plutôt dans... C'est important de le faire à l'avance parce que ça me rassure. Et des étudiants qui sont plutôt dans un schéma de se dire « je le ferai au dernier moment parce que de toute façon, sinon je ne le ferai pas ». J'ai besoin d'un peu de pression pour me concentrer, être dans l'intensivité réellement. Donc en fait, quand on a imaginé Noël et février, on a avant tout, les spécialités et le calendrier de nouveau bac n'existaient pas, on a avant tout envisagé Noël et février en fonction de ces profils de candidats, ceux qui ont besoin de faire à l'avance et ceux qui préfèrent, qui privilégient une préparation un peu plus proche de la date. Si vous le faites à l'avance, il faut continuer à s'entraîner. Et on a des concours blancs d'ailleurs en avril pour finir cet entraînement. Si vous le faites en février, il faut commencer la préparation grâce à notre intranet de préparation à l'avance. Ainsi, vous arriverez en février en ayant déjà fait pas mal de choses. Vous allez voir que l'intranet propose des cours, mais aussi des devoirs à faire, des exercices à faire. Et du coup, c'est ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon la pédagogie inversée. C'est-à-dire que vous commencez par faire des exercices, ce qui va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Et en particulier, de savoir quels sont vos points à travailler et du coup, d'en profiter davantage pour travailler ces points-là, vraiment en particulier quand vous êtes en stage avec nous pendant les mois de Rennes. Donc, de toute façon, les deux dispositifs ont été vraiment faits pour que ça fonctionne dans les deux sens. Pour répondre à quels sont les stages à Noël et en province, encore une fois, là, je vais vous présenter mes excuses, mais je ne vais pas rentrer dans ces questions-là. Tout est écrit sur le site et surtout, si jamais ce n'est pas écrit sur le site, notre numéro de téléphone est là et Steve, Intissar et Marion sont vraiment là pour répondre à toutes les questions. Elles le font avec beaucoup de plaisir, beaucoup de gentillesse et en vous apportant le maximum de services qui est possible. Donc, et elles le font bien mieux que moi. Donc, pardon pour ça, mais lundi, elles sont à votre disposition. Ils sont à votre disposition et je vous engage à les appeler. On n'a pas de moyenne type sur les dossiers puisque c'est une nouveauté de l'année dernière et qu'il n'y a eu absolument aucune communication sur comment les écoles avaient regardé les dossiers. Et c'est de toute façon toujours des choses qui sont très compliquées à avoir. Donc, c'est un peu comme les grands classés pour les écoles d'ingénieurs. On sait jamais exactement comment les choses se sont passées. D'autant plus que je pense que les écoles ne savaient pas non plus elles-mêmes avec le jeu des « j'accepte telle école, je choisis plutôt telle école, les places vacantes, d'un report ». Je pense qu'elles ont descendu assez bas les niveaux et elles ont fait des listes d'attente assez longues. Cette année, comment elles vont travailler? Il y a vraiment des questions. On est tous un peu dans le flou et elles, les premières. Donc, malheureusement, il faut faire ce qu'on demande aux étudiants, c'est être capable de s'adapter dans un contexte qui restera et sera toujours de plus en plus mouvant. Voilà. Donc, les stages intensifs, je disais que c'était 6 jours pour les écrits et 3 jours pour les oraux. Les oraux, donc c'est 1 jour pendant la première semaine, qui est celle qui est essentiellement dédiée aux écrits, et le week-end de 2 jours après. Mais donc, on commence pendant la préparation aux écrits. Le planning de ces préparations aux écrits, donc un stage qui dit 6 jours pour les écrits, 1 jour pour l'oral. Donc, attention, ce sont des stages qui durent vraiment 7 jours, pas une semaine, 7 jours. Parce que vous avez une journée, on fait des journées entièrement dédiées à une épreuve, c'est beaucoup plus efficace. La classe, une vingtaine, 25 étudiants, pris en charge par un professeur spécialiste de l'épreuve et qui va l'accompagner pendant une journée entière, 8 heures, pour vraiment lâcher la classe quand 100% du groupe est prêt. Donc, une journée pour l'épreuve de synthèse accès, une journée pour l'épreuve de synthèse Sésame, une journée, même chose, maths accès, journée maths Sésame, une journée anglais, une journée concours blanc. Et là, vous avez vos 6 jours dédiés aux écrits. Et on rajoute à ça, en dernière journée, une journée sur les oraux. On va leur expliquer comment l'épreuve de l'oral se passe. On va leur expliquer quels sont donc les attendus et quelles sont les questions qu'ils doivent préparer. Mes raisons de motivation, mes qualités, mes défauts, la façon dont je vais devoir me présenter. Et on va leur mettre à disposition des outils qui vont leur permettre de travailler en autonomie dans un premier temps sur le contenu, le fond de ce discours. Et ensuite, dans un deuxième temps,
on va les retrouver pendant 2 jours, un week-end. C'est pas mai, donc c'est avril. C'est une faute de frappe sur un slide qui était celui d'il y a 2 ans, l'année dernière, où on va être soit encore du cours pour rentrer un peu plus dans la spécificité de chacun des oraux, puisqu'on aura les résultats de l'admissibilité. Donc, on saura typiquement quel oral on va devoir travailler, puisque chaque école va mettre en place un oral particulier. Des cours également sur des techniques à l'oral, le verbal, le paraverbal, etc. Mais surtout, des cours aussi sur la rédaction d'un projet professionnel, la mise en cohérence de tout ça. Et puis donc surtout de l'entraînement. Entraînement, bien sûr, du coup, en individuel, un candidat face à un jury. Entraînement, observation aussi, donc la possibilité d'observer, on apprend beaucoup en observant d'autres candidats. Derrière chaque entraînement, le débriefing directement par les jurés de ce qui a été observé, des points sur lesquels on peut s'appuyer, mais des points qui sont à progresser. Et en fin de journée, des séances de tutorat où on garde un tuteur, 2 ou 3 étudiants qui vont travailler sur un point en particulier. Tel étudiant aura peut-être une fragilité pour convaincre de sa motivation pour l'école. Eh bien, on va rassembler 2 ou 3 étudiants qui ont la même difficulté, travailler spécifiquement ce point en soirée. Voilà, donc des soirées qui, pendant les écrits, des journées de cours qui, pendant les écrits, sont 9h, 19h. Pendant les oraux, on va dire 9h, 18h pour la partie commune et un tutorat potentiellement entre 18h et 20h, 20h30. On essaye de ne pas aller plus loin. L'entraînement n'est pas filmé pour l'instant. Ça fait partie des sujets auxquels on réfléchit, mais en particulier, ce à quoi on réfléchit aussi, c'est pour ça que je vous disais, le contenu de nos oraux n'est pas encore complètement figé, puisque chaque année, on le remet en question par rapport aux évolutions. Il est possible que certaines écoles organisent des entretiens à distance. Et donc, il y aura forcément un module qui n'existait pas l'année dernière et l'année précédente d'entraînement à distance. Certaines écoles parlent, par exemple, d'épreuves asynchrones, c'est-à-dire qu'elles enverraient des questions qui vont être des questions aléatoires de façon à ce qu'entre candidats, on ne puisse pas se les refiler. Et puis, le candidat va enregistrer la vidéo de ses réponses, la poster sur une espèce de drive, de façon à pouvoir répondre dans de bonnes conditions, même en s'affranchissant de problèmes techniques liés à des connexions Wi-Fi, ce genre de choses. Donc forcément, si c'est confirmé, je pense que ça le sera, à ce dispositif que je vous présente aujourd'hui, viendra s'ajouter une brique complémentaire qu'on fera à distance, et probablement avant, qui va être aussi un entraînement à distance, donc probablement avec des techniques de vidéo. Voilà, mais je vous dis, notre métier, c'est aussi de nous adapter à toutes ces épreuves et en fait, retransmettre ces compétences clés en les adaptant en fonction des dispositifs. Donc l'intranet dont je vous ai parlé, du contenu et des devoirs, donc avec un calendrier qu'on vous proposera de façon à organiser ce travail à la maison. En règle générale, on commence par le français, la synthèse en début de mois, on va finir par l'anglais et au milieu, on va faire des exercices de mathématiques. Et des devoirs qui sont corrigés, mais avec des corrections, bien évidemment, qui sont des corrections personnalisées et individuelles. C'est important. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur un espace de travail en autonomie à distance qu'il n'y a pas de suivi d'étudiants. Il y a des points réguliers qui sont faits par notre directrice pédagogique Clène. Il y a des devoirs qui sont corrigés. Il y a des live classes régulières pour identifier les points de difficulté. Donc, ce dispositif, il est aussi là pour être un dispositif d'accompagnement et non uniquement un dispositif qu'on a conçu en totale autonomie. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Bon, voilà, je vous ai parlé de l'intranet, je vous ai parlé de conférences Parcoursup. On fera également en février un accompagnement auprès des étudiants sur la prise en main de Parcoursup. Je vous ai parlé des options de maths.
maths pour ceux qui ont maths plus pour ceux qui veulent vraiment avoir les meilleures notes et qui font déjà maths remise à niveau pour ceux qui n'ont pas maths et qui en ont besoin pour passer les concours blancs qui seront possibles le week-end précédent, les concours de la banque d'épreuves Accès César. Voilà en 2 mots. Les oraux, je pense que j'en ai pas mal parlé. C'est très important ces oraux, effectivement. Je comprends toutes les questions. Parce que les notes sont pour 2 raisons. Les compteurs sont remis à 0 parce que vous pouvez avoir des notes qui vont de 5 à 20, tout simplement parce que les écoles expliquent aux jurés, proposent aux jurés d'avoir 3 types de notes. Les jurés n'ont pas accès au dossier scolaire ni aux résultats des écrits, donc ils vont juger uniquement ces 20 minutes ou 30 minutes d'épreuve orale. Soit ils pensent effectivement que le candidat a vraiment toute sa place dans une école et l'école leur propose de mettre une très bonne note, donc entre 15 voire 20, pour donner un signe vraiment fort que l'école est très intéressée par cette candidature. Soit le juré pense l'inverse, et là, c'est l'inverse qui va se passer. On va donner une note très basse, 5, 6, 7, qui est absolument rédhibitoire. Et soit on ne sait pas, parce que ça arrive parfois qu'au bout de 30 minutes, on n'arrive pas à se faire un avis. Dans ce cas-là, le jury va donner une note moyenne, 12, 13. Et à partir de ce moment-là, vraiment, les écrits vont à nouveau avoir un poids dans les coefficients et dans la note finale. Pourquoi? Parce qu'en plus de cette répartition des notes, les oraux, en règle générale, c'est le coefficient le plus important. On a des coefficients 20, des coefficients 10. Donc, c'est vrai qu'un 20, un coefficient 20, ça fait une différence énorme. Et tous les ans, on observe des chutes ou des remontées de pratiquement 900 places, 1000 places pour les étudiants. Donc, parfois, les stratégies sont vraiment de passer la barre des écrits et de cartonner aux oraux, parce qu'avec 17, 18, 19, 20, on est à peu près sûr d'intégrer n'importe quelle école, même si on est le dernier d'avoir été admis à l'écrit. Donc, c'est vrai que cette préparation à l'oral, d'où, je reviens sur ce que je dis, l'absolue nécessité que nous avons de regarder et le contenu, mais aussi les meilleures des dates pour que tout le monde soit préparé de la meilleure façon possible. Pour les Parcoursup, je vous engage à nous faire un mail. Avec Zoom, malheureusement, on n'a pas vos adresses mail. Et donc, si vous envoyez un mail à notre adresse contact, nous disons juste « J'aimerais être invité à la date de la conférence Parcoursup », bien évidemment, vous recevrez un mail d'invitation. Pourquoi? Parce que cette conférence, on n'a pas la date tout de suite, parce que cette conférence, on la fait toujours avec des conseillers d'orientation. Je pense que c'est important de la faire avec des gens qui sont vraiment dans les établissements et qui ont une pratique, une grande pratique depuis plusieurs années, et pas uniquement nous, de l'outil. Donc, on n'a pas encore complètement calé cette conférence. Donc, envoyez-nous. Je vais vous donner à la fin l'adresse exacte. Je pense que ça doit être mon dernier slide. Donc, elle va arriver, l'adresse exacte. Bon, ce qui est important pour nous, de toute façon, on est arrivé au bout. Je vais passer vite sur... Voilà, c'était l'exemple de l'intranet. Hop. Voilà, je savais bien qu'elle existait. Et donc, vous avez apparaît 2 choses importantes. Notre adresse contact pour toute question et toute demande d'invitation à une prochaine conférence, un numéro de téléphone pour la même chose, pour toute question. Voilà. Et puis, je vous rappelle que nos réunions d'information, et si vous étiez intéressé par aussi celle du lycée, je sortais tout à l'heure d'une réunion d'information sur physique-chimie, elles sont toutes enregistrées et vous pouvez les regarder en allant sur notre profil Facebook et sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à un maximum des questions que vous vous posez. Pour tout ce qui reste encore comme question, je viens de vous le dire, n'hésitez pas, on est toujours très très heureux. J'espère que vous avez senti qu'on aime ces échanges. On est très heureux de partager avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. Si jamais notre téléphone a été occupé, c'est qu'on est une toute petite équipe et qu'on est déjà au téléphone, mais on vous rappellera et on vous le promet. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin de dimanche. Et puis, j'espère vous dire à très bientôt.